Merci à tous les deux. Bonjour à tous. Ravie d'être ici aujourd'hui pour cette première édition de Terre et Cime qui sera probablement pas la dernière. Et pour cette rencontre consacrée à un sujet à la fois très concret et puis aussi très sensible. Parce que cet après-midi, nous n'allons pas parler d'agriculture en général, nous allons parler d'agriculture de montagne, d'agriculture d'ici face au dérèglement climatique. Et plus que de météo ou de température ou de précipitation, nous allons parler de territoire et de ce territoire. De travail, de transmission, et puis s'interroger sur comment change-t-on quand ce que l'on doit changer, c'est précisément ce à quoi on tient le plus. Parce que derrière les paysages, derrière les alpages, derrière les troupeaux, les prairies ou les forêts, il y a des femmes, des hommes, des familles, des habitudes, des héritages et de l'attachement. Et c'est probablement l'un des grands enjeux de cette table ronde, c'est de comprendre ce qui change localement, ici, sur le territoire, mais aussi comprendre pourquoi il est parfois si difficile d'agir, même quand les signaux ils sont déjà là. C'est avec un vrai plaisir que je vous propose d'écouter Serge Zaka et Christian Clot, qu'on peut applaudir déjà en introduction. Bonjour à tous les deux. Et bonjour. Bonjour. Donc, bonjour à tous les dieux. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Qu'est-ce que j'ai dit ? Heureusement que j'ai pas dit vieux, déjà. Tu vois ? Vieux pour lui, ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Ça va bien se passer. Pour vous en 2 temps. D'abord, une partie conférence, voilà, avec un échange avec vous, avec la présentation aussi de cette étude qui a été réalisée spécifiquement sur le territoire. Et bien sûr, il y aura aussi un temps pour vos questions. Ma première question pour tous les deux, c'est qui êtes-vous d'abord ? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est toi le vieux. Moi, je suis le vieux, toi, t'es le vieux. Alors moi, je suis Serge Zaka, je suis docteur en agroclimatologie. C'est la science qui étudie l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Alors, ce que je vais apporter aujourd'hui, c'est une vision globale de l'impact du changement climatique sur l'agriculture, mais surtout dans le diaporama, on aura des réponses très concrètes sur le territoire, vraiment spécifiquement en plaine, en moyenne altitude, en basse altitude, en haute altitude, l'impact thermique sur les vaches laitières, comment adapter du coup ces vaches laitières à ce sujet, l'impact sur la flore aussi des prairies, l'impact sur les prairies, l'impact sur les paysages, l'impact sur l'économie du territoire. Donc j'essaie d'apporter des chiffres, des choses très concrètes, et puis l'échange qu'on aura avec Christian sera beaucoup plus global sur les évolutions, donc les difficultés d'adaptation, d'évolution et l'homme face à tout ça. Voilà. Et si vous êtes intéressé, il y a aussi ce livre Orage sur le climat, édité chez HarperCollins, parce que Serge Zaka est aussi un chasseur. Chasseur d'orage. Un chasseur d'orage. Je suis photographe d'orage. Voilà, les photos que vous voyez, c'est celles que j'ai pu faire pendant la nuit. Donc ça, c'est mon métier de la nuit. Il y a une BD aussi qui est, je la vois d'ici dans le coin là, sur la table, si vous voulez prendre à la fin. C'est la seule et la première BD au monde sur l'agroclimatologie destinée du coup aux enfants, parce que ce que je vais dire, Vision 2050, c'est pas destiné qu'à vous. Mais c'est vous qui devez le transmettre à vos enfants, surtout dans ces évolutions territoriales. Et avant de passer la parole, non, on ne va pas mourir de faim sur le territoire, il y aura de l'agriculture dans l'avenir. Je tiens à percer l'abcès quand même avant de parler de l'avenir. Voilà, la conférence est finie, je vous souhaite une bonne journée. Christian, à toi. Bonjour. Moi, je suis Christian Clot. Je suis un dieu, donc. Mais ça, vous l'avez déjà compris. Un vieux. Ah oui, j'avais mal compris. Donc moi, je suis explorateur, chercheur. Je dirige un institut de recherche qui s'appelle le Human Adaptation Institute. Et ma spécialité, c'est l'adaptation comportementale humaine, à savoir comment des humains peuvent ou non accepter des transformations, des changements, et comment est-ce qu'on s'adapte quand les événements, les choses changent, ou comment est-ce qu'on décide de faire des changements. Et on le verra dans la conférence, mais le paradoxe, c'est que quand on décide, c'est finalement presque plus difficile de s'adapter que quand les choses changent d'elles-mêmes. Donc c'est tout un sujet, et ça, on en parlera un tout petit peu. Moi, je travaille avec mon institut dans 60 pays du monde, donc on fait aussi des immenses études comparatives en différents contextes, différents pays, et pourquoi certaines populations changent d'une certaine manière et d'autres pas du tout. Et donc, finalement, ça permet de se questionner sur des territoires spécifiques, comme ici, ce dont on va parler, ce que veut dire vraiment la compréhension fine des émotions liées à ces transformations. Et c'est un vrai sujet pour la conférence. Et Christian, tu as écrit ce livre, d'autres aussi, Les clés de l'adaptation humaine, publié chez De Noël. Et j'imagine que vous l'avez là-bas aussi. Voilà. Tu confirmes ? Je te remercie.
Merci pour la librairie. Mais après, avec plaisir, on sera avec Serge là, évidemment. On fait encore la promo pour les livres ou non? On l'en fera encore après, avec grand plaisir. Christian, on va commencer avec toi. C'est-à-dire qu'avant qu'on aille sur les chiffres et sur cette étude qui a été réalisée pour le territoire, j'ai une question. Pourquoi c'est si difficile de changer? Notamment avec quand on est attaché à un territoire, à un métier, à une histoire familiale. Pourquoi on n'y arrive pas, parfois? Et ça, il faut répondre en 2 minutes. Donc, 3. Alors, on va devoir remonter un tout petit peu, parce qu'effectivement, enfin, je pense que vous l'avez toutes et tous vu, il y a des choses qui nous paraissent évidentes quand on doit changer. Par exemple, quand le smartphone est arrivé, ces petits appareils là qu'on a presque toutes et tous maintenant, on n'a pas mis très longtemps à accepter ce système puis à l'utiliser. Donc ça paraît tout simple en fait, quand on a quelque chose de nouveau comme ça, pouf, on l'utilise, donc le changement il a l'air assez facile. Puis il y a d'autres sujets sur lesquels c'est beaucoup plus difficile puis on n'y arrive pas. Pourquoi? Alors que ça fait aujourd'hui environ 75 ans, hein, ça fait presque 80 ans qu'on a toutes les informations quasiment sur les enjeux de la transformation environnementale et autres, et très très fortement depuis 60 ans. On n'a quand même pas réussi encore à faire les changements nécessaires. On peut se poser cette question. Pourquoi une personne qui va arrêter de fumer n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que quand on commence le sport, on arrête au bout de quelques jours? Tout ça, c'est des questions qui nous animent. Et en fait, ça s'explique entre autres par un phénomène neurocognitif qui est très spécifique, qu'on appelle la neuroéconomie, à savoir c'est le principe du coût-bénéfice. Un cerveau, quand il doit changer, il va automatiquement se poser la question de l'effort qu'il va devoir faire pour effectuer ce changement. Pourquoi il se pose cette question? C'est pas parce qu'il est bête ou qu'il est flemmard, enfin bien qu'il le soit un tout petit peu. C'est parce que notre cerveau, il est dans une boîte fermée. Il n'y a aucune aération dans le cerveau. Vous avez le cerveau et puis il ne peut se rafraîchir qu'avec le liquide rachidien qui la nuit, vient nettoyer le cerveau et le rafraîchir. Or, vous avez tous été dans des cours de physique à l'école, la thermodynamique dit un truc tout simple, hein, c'est que quand vous utilisez de l'énergie, vous chauffez un corps. Donc quand le cerveau doit beaucoup travailler, quand il doit créer des nouveaux neurones, des nouveaux synapses, des nouvelles fonctions cognitives, il va utiliser de l'énergie, de l'oxygène, du sucre qu'il va métaboliser, et ça demande beaucoup d'énergie pour le faire. Donc il doit se poser la question, est-ce que l'énergie que je vais utiliser pour cette transformation, est-ce que le risque que je prends de faire chauffer mon corps central et donc de le mettre en danger, parce que quand il chauffe, il se met en danger, est-ce que ça vaut la peine par rapport aux bénéfices que je vais retirer? Et c'est ça qui fait comme calcul en permanence. Résultat des courses, si je vous promets quelque chose d'ultra négatif, et si je vous dis, vous devez faire un super effort pour un truc merdique, bah bizarrement, il n'y a pas grand monde qui le fait. Donc, effectivement, et j'ai beaucoup apprécié l'introduction de Serge qui dit, on casse l'abcès, on n'est pas là pour vous dire, demain c'est foutu. Et à chaque fois qu'on utilise ce discours et cette idée que demain c'est foutu, ou pire, si on n'a pas changé en 2 ans, on a entendu ce discours à certains moments, si on n'a pas tout changé en 2 ans, c'est trop tard. Mais ça, pour le cerveau, c'est terrifiant, parce que là, ça s'appelle le syllogisme de l'impossible. Le cerveau, il se dit, tout changer en 2 ans, il regarde autour de lui, il dit, c'est impossible de tout changer en 2 ans. Donc, je ne fais pas. Et en fait, ces permanents calculs et syllogismes que le cerveau fait en permanence fait que quand vous êtes face à quelque chose pour lequel vous devez changer, eh ben, si vous n'avez pas une raison majeure de le faire, ben, vous n'entamez pas ce changement, en tout cas, vous l'abandonnez. Et on peut le forcer? Alors, on peut le forcer, on va y arriver. Et donc, on commence à comprendre un phénomène majeur, c'est que savoir quelque chose ne fait pas changer quelqu'un. Jamais. Le savoir, il est important, il faut qu'on ait le savoir, parce que c'est ce qui donne la base de pourquoi on doit faire des choses, mais personne n'a entamé un changement comportemental dans sa vie parce qu'il sait quelque chose. Parce que justement, ça n'a pas de lien bénéficiaire. Une connaissance qui se classe dans le cerveau, c'est un classement par ordonnancement que fait le cerveau, c'est pas intéressant. En revanche, qu'est-ce qui va pousser un humain et un cerveau à changer? C'est une seule chose, c'est les émotions. Ce que vous ressentez dans votre chair, dans vos émotions, dans votre corps, dans vos cerveaux. La seule chose qui fait entamer un processus de changement, c'est une émotion ressentie. Et donc, la question, c'est où est-ce que sont les émotions d'une personne, qui sont évidemment différentes d'une personne à l'autre, hein. Il n'y a pas l'émotion absolue qui fait que tout le monde y va, même si l'amour est évidemment une émotion qui est beaucoup plus simple pour faire changer quelqu'un. Enfin bon, on n'a pas tous les mêmes amours, sinon ce serait compliqué dans les vies de couple.
Où est l'émotion maître pour vous, pour moi, pour Serge, pour quelqu'un d'autre, qui va faire que, ok, je suis prêt à faire cet effort qui va m'amener une modification dans ma vie et qui sera bénéficiaire parce qu'elle sera émotivement construite. C'est malheureusement la seule solution. Et quand on n'a plus le choix, est-ce qu'on est bien obligé de le forcer, ce cerveau? Eh bien, tout le problème est là. C'est pour ça que l'humain est un animal qui, depuis des millénaires, fonctionne sur un principe de crise. Quand il y a une crise, le bénéfice, il est évident, c'est sortir de la crise. Donc, par définition, si j'ai une crise, eh ben, évidemment, je comprends bien que je dois agir et je dois faire des choses pour en sortir. Donc, j'ai un bénéfice clair. Mais quand tout va bien, quand les vaches broutent, qu'il fait beau, que finalement, on ne voit pas immédiatement que quelque chose est en train de se passer, eh ben, faire cette décision de dire, OK, je vais devoir modifier quelque chose de structurel et qui est important pour moi dans ma vie, alors que je ne comprends pas pourquoi, parce que ce n'est pas évident devant moi. Donc, du coup, depuis des décennies, on fonctionne un petit peu, parce qu'on n'a pas compris quels étaient les enjeux cognitifs du changement, ça fait assez récemment qu'on les a modélisés, on fonctionne un peu sur un principe que crise, réaction, et là on est vraiment bon. Honnêtement, l'humain a la réaction, ce qu'on appelle la résilience, qui était le grand mot des années 2000, qu'est-ce qu'on est bon. Et on arrive à mettre en place des choses extraordinaires. Et puis, une fois qu'on a réussi à stabiliser son système, qu'on a réussi à résoudre le problème, eh ben, on attend la prochaine crise. Et on recommence. Et en fait, on fonctionne un peu comme ça parce qu'effectivement, l'effort de sortir de la crise, il est clair. Si je vous prends un exemple simple, si je traverse ici, vous êtes en montagne, vous faites certainement toutes et tous un petit peu de montagne, vous en avez fait, vous traversez un couloir d'avalanche, vous avez une avalanche qui tombe, le guide ou le responsable crie « On va tous à gauche !» J'ai jamais vu personne s'asseoir pour dire « Attends, discutons d'abord. » On y va, et après on réfléchit. Alors que si vous êtes au camp de base en train de réfléchir à la voie que vous devez prendre, est-ce qu'on prend ce col ou ce col ou ce col, qu'est-ce qu'on peut discuter pour décider un truc? Et ça, du coup, forcément, là, on a du temps. Et c'est très difficile de prendre une décision finale. Donc, tous les enjeux d'adaptation, ils vont d'abord partir sur cette base même de qu'est-ce qui motive fondamentalement l'émotion d'une personne pour qu'elle ait envie de faire l'effort du changement. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis sur lesquelles je voudrais réagir. La première, ça ne veut pas dire déjà qu'on prend des bonnes décisions non plus. Ça veut juste dire qu'on prend des décisions, pas forcément les bonnes. Ouais, mais la notion de bonne ou de mauvaise décision, elle ne veut rien dire. Je m'excuse. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne ou une mauvaise décision? C'est qu'une fois qu'on a fait quelque chose puis qu'on avance, qu'on peut se dire « Ah mince, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça ». Finalement, on ne pourra jamais savoir, jamais, si une autre décision aurait donné une meilleure réponse ou une moins bonne réponse. Donc ça, il faut qu'on arrête de toujours être en train de se dire « Ah, mais si j'avais, mais si on avait ». Ça, on n'a pas le si, c'est pas fait. Maintenant, on est à cet endroit, cet instant, et on doit prendre des décisions, non pas en fonction de « Mince, on aurait dû, il y a 20 ans, faire ça ». Non, on l'a pas fait. Très bien. Maintenant, on est aujourd'hui, maintenant, à cette date, à cette heure, et on doit prendre des décisions pour demain. Et pour autant, tout ton travail, et je pense notamment au camion que vous avez peut-être vu à l'entrée, qui s'appelle Climate Sense, qui est là, c'est bien pour nous montrer qu'on va se prendre un mur quand même. Donc, tu dis... non. Non, c'est pour montrer qu'on peut l'éviter. En fait, vous avez un camion qui est dehors, là, effectivement, qui simule une vie à 50 degrés. Vous rentrez dedans, vous êtes à 50 degrés, vous vivez 30 minutes dedans, ça active toutes les réponses émotionnelles, physiques et physiologiques et mentales. Vous ressortez de là, vous vous dites... Si on vous pose avec sincérité la question, et si vous répondez avec sincérité, si vous avez vécu ça une journée entière, est-ce que ça aurait été chouette? Rarement on me dit ouais, super. Si je te dis que tu vas vivre une semaine comme ça, là il n'y a plus personne qui peut dire ok, je suis prêt à le faire. Et donc ça active une chose, c'est ça je le veux pas. Conséquemment, j'ai une raison objective de lutter pour que ça n'arrive pas. Et donc je peux commencer mon travail de transformation sur moi parce que je sais que ça, pour rien au monde, je le veux. Donc on active justement la raison profonde du changement parce qu'on a un bénéfice clair, ne pas vivre cette température à 50 degrés. Et une émotion. Et une émotion parce qu'on l'a vécu dans notre chair. Le préalable à l'adaptation, c'est une forme de renoncement, de deuil de quelque chose qu'on a pour passer à autre chose. Absolument. Ça, c'est l'autre point qui rend l'adaptation complexe. L'adaptation, parce qu'on n'a pas encore défini l'adaptation,
vulgairement et en schématiquement, le but d'un humain, le but d'un système, le but d'un écosystème, c'est d'être en équilibre. Tout le système naturel, avant l'humain, a été conçu pour être en équilibre. Et les animaux, certains mangeaient les autres, d'autres les mangeaient aussi, puis petit à petit, le système était équilibré. L'humain est arrivé, et il a au début vécu dans ce même équilibre. Et puis petit à petit, on a un peu déséquilibré le truc, mais ça c'est une autre histoire. Donc le but d'un système écosystémique, c'est d'être en équilibre. Ça on parle d'un système adapté. Et puis un jour, il y a un événement qui se passe qui va déséquilibrer le système, qui va faire que tout d'un coup, ce que vous aviez, qui était clair, net et précis, ne fonctionne plus correctement. Donc vous allez devoir travailler pour retrouver un nouvel équilibre. Mais là, ce que je vous décris, c'est vrai pour n'importe quelle situation de vie. Ça peut être parce qu'il y a un changement climatique, mais ça peut être parce que, et je prends souvent cet exemple parce qu'il est malheureusement parlant pour beaucoup de monde, c'est la perte d'un proche. Quand on perd quelqu'un qui nous est très cher, c'est pas le lendemain qu'on se dit « Oh ben voilà, c'est fini, bon je passe à autre chose maintenant, hop, qu'est-ce que je fais maintenant ? Bon, je vais chercher quelqu'un d'autre et on n'en parle plus. » Non, il y a toute une phase où on est en déséquilibre, où on ne sait plus comment faire. On a perdu une accroche, quelque chose qui nous était fondamental, important, qui organisait nos vies. Et là, on est déséquilibré. Et on va devoir d'abord accepter que ce qui nous était fondamental et équilibré a disparu. Et une fois que j'ai accepté cette disparition, alors je peux peut-être reconstruire ma vie autrement. Mais tant qu'une personne qui est en deuil est dans le deuil de la personne perdue et pense tous les jours à la personne perdue, elle est incapable de faire le processus adaptatif pour construire autre chose. C'est vrai pour tous les changements que vous vivez, simplement c'est inconscient, vous ne vous rendez pas compte. Donc d'abord l'adaptation, elle passe par un processus d'acceptabilité, donc de deuil. Je dois accepter que ce que j'avais n'existe plus et n'existera plus jamais. Et alors, une fois que j'ai ça, seulement là, je vais pouvoir commencer le processus adaptatif, donc le changement de retrouver un nouvel équilibre, qui va aussi prendre du temps, quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années. Et donc, c'est tout un processus qui se met en route. Merci pour cette introduction sur l'adaptation et le changement. Serge, tu voulais réagir ? Ah bah oui, je vais réagir, moi. Déjà, de 1, je suis en train de tourner un film sur le climato-scepticisme et je veux que tu sois dedans, après t'avoir écouté. J'ai appris plein de choses sur mon métier, au passage. Parce que moi, vu que je parle du changement climatique sur des choses futures qu'on a du mal à anticiper, j'ai appris plein de choses. Parce que moi, ma conclusion, là, qui est juste là, c'est anticiper, c'est mon mot de conclusion, en fait. Donc, on va directement à la conclusion. Ouais, c'est ça, c'est terminé. Merci, voilà. Au revoir, c'était sympa. Non, mais anticiper. Parce que je passe mon temps à faire des conférences pour dire aux agriculteurs d'anticiper les évolutions, les impacts du changement climatique. Et c'est très difficile d'anticiper. Par contre, il est plus facile de se prendre une claque dans la gueule. Vous l'avez juste là. 2022, on s'est pris une claque dans la gueule. Ça, c'est les émotions. C'est ce qu'on disait. En 2022, on s'est pris une claque dans la gueule parce qu'on avait cette dépression large du Portugal. À l'avant de la dépression, vous avez le vent chaud et sec qui souffle. C'est le sirocco. Je présente la météo au passage. Voilà. C'est très bien, Miss Météo, très bien. J'ai quelques petits arguments. Louis Baudin, sort de là. Ouais, plutôt Louis Baudin, ouais. que Evelyne Delia. Je suis un petit peu plus jeune quand même. Et donc cette dépression là. Et en fait, on s'est tapé des pertes de rendement massives pour le maïs en été, pour le blé, pareil dans le sud de la France, et pour le fourrage. Donc ce qui nous intéresse, parce qu'aujourd'hui on va regarder la région et Beaufort notamment. Juste une chose, vous vous rappelez de 2022, ça vous parle quand il parle de tout ça, c'est bon ? Ouais, on a eu 3 canicules, c'est l'année la plus chaude jamais observée en France, et pour l'instant. Et donc on a eu des pertes de fourrage de -20, -40% dans la région. On s'est pris une claque. Et je m'en rappelle en 2022, avant 2022, j'allais parler aux maïsiculteurs et je leur disais il faut anticiper, les données climatiques montrent, le sol, les haies, la génétique, l'irrigation. Et on me disait oh mais enfin d'accord, on va anticiper. Et puis après 2022, quand ils ont eu donc la claque, l'émotion, comme on disait, là, ils ont fait « on va réagir ». Là, c'est exactement ça. On va réagir. Donc, ils m'ont invité à toutes les conférences sur le maïs. Ils ont réagi. Et puis après, 2022, on a eu 2024. 2024, cette fois-ci, c'était des excès d'eau. Il y avait de l'eau partout. Vous l'avez juste là. Parce qu'on avait une mer trop chaude. Une mer trop chaude apporte plus d'énergie à l'atmosphère qui apporte plus d'eau, du coup, sur le continent. Et là, les maïsiculteurs, ils avaient de l'eau. Donc, le maïs poussait. Et donc, ils ont oublié de s'adapter. C'est incroyable, quoi, en fait. Quand on leur dit d'anticiper, c'est compliqué, on a du mal à changer les habitudes et tout ça. Quand on se prend une claque de l'émotion, on a plein de trucs qui se mettent en place, plein de projets de recherche.
Et quand il y a de nouveau des excès d'eau, eh ben, on a oublié qu'il s'est passé 2022. Donc c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. 2022, 2024, vous avez vu ici toute la France en bleu. En 2024, il y a eu des excès d'eau partout, sauf chez moi dans les Pyrénées, orientales. Donc voilà, enfin, ça rejoint ce que je voulais dire dans mon métier. Donc je suis content de t'avoir rencontré, Christian. Et donc moi, je me pose la question. Je peux poser une question? Oui. Pose des questions. Parce que du coup, pour vouloir faire évoluer le monde agricole et pouvoir adapter à l'agriculture, il faut que je fasse quoi? Des émotions? Des baffes. Hein. Un par un, vous venez, je vous claque. Je pense qu'en plus, tu es vraiment sur le terrain, l'un des terrains les plus difficiles pour le sujet. Non pas parce que les agriculteurs sont moins bons ou meilleurs que les autres à s'adapter, mais parce que peut-être plus que le reste de la population, en tout cas plus que la population citadine, il y a un attachement profond à sa terre, à son territoire, à sa culture, à sa façon de faire, à ses habitudes de travail. Et cet attachement, il est énorme, en fait. Et on vient dire à des personnes, vous avez un attachement profond à quelque chose qui peut-être n'existera plus dans 10 ans. C'est cognitivement super difficile, en fait. Mais c'est ça, parce que ici, sur le Beaufort, parce que moi, je vais montrer mes exemples pour la région. Hein. J'ai pris le Beaufort, hein, voilà. On a des races que vous connaissez, l'abondance notamment, hein, c'est votre attachement au territoire, les couleurs, les formes de ces vaches-là. On a des cahiers de charges hein, qui fixent les règles, et ces cahiers de charges d'ailleurs, c'est le cahier de charges de l'AOP. Par exemple, c'est pas plus de 55 000 kg de lait par vache par an. Donc c'est pour un respect du bien-être animal et pour un respect du territoire. On a une alimentation dans ce cahier de charge qui est faite au foin conservé à l'état sec et à l'herbe pâturée également. Et ça, c'est une des particularités du territoire. Les alpages qui font d'ailleurs ce bon lait, ça c'est les cahiers de charge. Et qui font le produit du terroir sur lequel nous, derrière, on s'accroche, on l'aime notre terroir, c'est les cahiers de charges qui les font. Et puis, vous avez une diversité florale, alors là c'est vraiment la particularité du territoire, une diversité florale, car je crois que 40% des espèces de la prairie française se retrouvent sur 1% de ce petit territoire ici français, et qui fait qu'on a une herbe de très haute qualité, avec un goût particulier, une composition particulière, qui fait du coup l'AOP de Beaufort. C'est ça sur lequel on s'attache... C'est ça le terroir sur lequel on s'attache. Alors je peux prendre d'autres exemples. Vous avez le pruneau d'Agen, vous avez la clémentine de Corse, vous avez plein de trucs qui font que on s'accroche à notre terroir, et c'est un frein pour moi. C'est-à-dire que quand je leur dis la clémentine de Corse, ce sera la clémentine de Nîmes, ben, ils font comme toi, ils rigolent. Et alors le pruneau d'Agen, qui a des caractéristiques climatiques particulières, eh bien, ces caractéristiques climatiques ne seront plus présentes sur le territoire. On pourra faire peut-être de l'abricot sec d'Agen. Et ben, ils rigolent aussi. La première réaction, c'est de rigoler, genre, non, mon terroir, c'est mon terroir, mais climatiquement parlant, ce sera plus adapté. Donc l'objectif, après, c'est de montrer comment adapter le territoire de Beaufort pour continuer à faire du Beaufort. Hein. C'est ce que j'allais dire. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que demain, le Beaufort, il serait plus dans le Beaufort. C'est pas si simple que ça. Ça veut dire que si tu me dis qu'il est plus à Beaufort, c'est que on pourra peut-être plus faire de fromage ici, c'est pas le cas. Mais ce sera peut-être pas les mêmes caractéristiques gustatives, puisque la flore des prairies va elle-même évoluer, et peut-être même que les races présentes pour le Beaufort vont évoluer aussi. On le verra ça tout à l'heure. Et c'est ça sur lequel on va zoomer là dans ton étude, à la fois l'impact sur les vaches laitières, l'impact sur la prairie, la flore, et puis aussi sur le paysage, la forêt et bien sûr l'économie de la montagne. Oui, mais juste alors, pour revenir là-dessus, parce que évidemment, hein, on sait bien qu'on va devoir faire évoluer des cultures, mais à quel moment tu prends cette décision de dire, moi j'ai une culture qui est à cette température, qui fonctionne dans ce territoire, dans cette condition, et je vais peut-être devoir un jour planter d'autres types de cultures, mais ça se fait pas en 5 minutes, c'est des 2, 3, 4 ans peut-être. Comment tu prends cette décision en fait? C'est ça mon problème, c'est que en fait, ce que tu disais là sur l'homme qui agit par rapport au court terme en gros. Moi, je parle de court terme, long terme. C'est-à-dire que dès qu'il a un problème, eh bien, il va réagir. Voilà, il a un problème, il va réagir, il se prend une claque, les émotions. Alors que moi, je parle d'anticipation. Mais en biologie, on ne peut pas réagir comme l'homme. Parce que par exemple, là, vous avez l'aire de répartition de la pomme golden qu'on retrouve d'ailleurs dans nos vallées, ici dans les Alpes. Hein. Il n'y a pas que le Beaufort, ça fait partie de l'économie du territoire.
Paul Golden, on a des pommiers dans les Alpes, dans les vallées. Et bien cette pomme Golden, ici vous avez son aire de répartition, donc ça c'est des données scientifiques. Le nombre d'heures de froid nécessaire pour la floraison, le gel après floraison, la date de floraison, le degré pour atteindre la maturité, les canicules, les sécheresses, enfin tout ça c'est des trucs caractérisés par la biologie et on les applique sur les données du GIEC et puis on a l'aire de répartition qui va en Pologne, à Oslo et en Lituanie et qui disparaît en fait de France. Ça veut dire que si l'homme continue dans sa caractéristique à avoir le court terme et de se prendre des claques et quand il se prend des claques il réagit, mais pour la biologie ce n'est pas valable. Parce que l'arbre que vous plantez, il en a pour 12 à 40 ans de vie en exploitation agricole. Ça veut dire que vous ne pouvez pas réagir en 2050 pour planter la pomme Golden en Lituanie en 2050. Parce que l'arbre ne sera pas suffisamment grand pour produire. C'est ça le problème que j'ai, c'est que on est obligé de devoir se forcer, je ne sais pas si c'est possible, à se dépasser et à se dire... Je vais planter de la pomme Golden ici en Pologne, et puis en Lituanie, puis à Oslo, parce que d'ici 30 ans, ça sera intéressant. En réalité, j'en développe une filière, une économie de territoire. Parce que pour développer une économie de territoire comme le Beaufort ou comme la pomme dans nos vallées, on en a eu pour des dizaines d'années pour s'imposer sur le marché, pour être présent et pour être reconnu. Pour faire un AOP, il faut des dizaines d'années aussi, le cahier de charges. Et c'est de l'anticipation, mais avant on avait le temps, c'est qu'on avait un climat stable. Mais maintenant il faut comprendre qu'on n'a pas le temps. Et c'est ça qui me gêne, c'est que si jamais on attend de se prendre une claque et que nos pommiers meurent, en réalité c'est déjà trop tard. On va y revenir à anticiper versus réagir, et ce qui se passe là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations donc, sur cette étude et les spécificités du terroir, notamment sur la vache laitière, donc la prairie, la flore, etc. Bien sûr. Bah, tiens, on va regarder les données climatiques, non ? Allez. Les évolutions climatiques du terroir. Je ne vais pas tout présenter, je ne présente pas toutes mes diapos. C'est un diapo que j'ai fait très complet pour vous le passer pour le Beaufort. Enfin, vous l'aurez comme ça. Vous aurez tout. Déjà, on va regarder les évolutions climatiques pour comprendre pourquoi on doit faire évoluer le paysage, pourquoi les vaches laitières. Allons-y. Donc vous avez dans ces évolutions climatiques une France qui va être divisée en deux. Vous avez donc ici plus 2, plus 2,7, plus 4 degrés. Les zones bleues dans le nord-est de la France, c'est les zones où il va plus pleuvoir à l'année. Donc on se retrouve avec une partie des Alpes du Nord également, pas forcément les Alpes du Sud. Les zones en orange, c'est les zones où il va moins pleuvoir à l'année. Donc on s'attend à moins de pluie à la fin du siècle dans le Sud et plus de pluie dans le Nord. Vous allez me dire, pourquoi je suis venu pour vous dire qu'il y aura la même quantité d'eau ou plus de pluie? C'est plus complexe que ça en réalité. Donc là, si je prends les données territoriales, donc on descend d'échelle, on est sur le territoire. Alors, n'ayez pas peur du graphique, le noir c'est le passé, les couleurs c'est le futur. Ici c'est 1950, ici c'est 2100, et ce que vous voyez à peu près vers le milieu, c'est la pluie qui devrait tomber à l'année sur le territoire. Donc ce que vous observez, c'est que du côté de nos vallées, j'ai pris une vallée un petit peu plus large du côté de l'ouest de la région, à Bourg-Saint-Maurice, à Pragnolan, la Vanoise et à Val d'Isère, donc différentes altitudes, vous avez la même quantité d'eau, 1600 à Val d'Isère, à peu près 1600 à Pragnolan-la-Valoise, à peu près 1580 à Bourg-Saint-Maurice et à peu près 800 en plaine, plus en plaine dans nos vallées alpines. On a la même quantité d'eau qui tombe à l'année. Ça, c'est un fait, on l'observe déjà actuellement. Le problème, c'est pas la même quantité d'eau, c'est la quantité au niveau des saisons. L'hiver, l'été. En hiver, on s'attend à avoir plus d'eau cette fois-ci sur le territoire, tandis qu'en été, on s'attend à en avoir moins. C'est-à-dire que dans la période où les vaches ont besoin d'eau pour faire... Enfin, les prairies ont besoin d'eau pour qu'elles poussent, il y aura moins d'eau. Par contre, là où les prairies n'en ont pas forcément besoin, en hiver, elles auront plus d'eau. C'est ça le problème, c'est la saisonnalité. Donc là, je prends l'hiver, je reprends les mêmes 4 points sur le territoire. En hiver, vous voyez, ça monte progressivement. On a plus d'eau qui est attendue à l'année, à l'hiver. En été, c'est l'inverse, ça diminue. En fait, c'est cette saisonnalité qui pose problème sur le territoire. Pour les vaches laitières, ce sont les prairies notamment qui vont avoir des problématiques de sécheresse en été parce qu'il y aura moins d'eau en été. Sur l'hydrogéologie, je passe, c'est sur la neige. Vous pouvez vous douter ce que je vais dire en conséquence de ce que je viens de dire sur l'eau. Au niveau des températures, elles augmentent. Vous avez ici à peu près 14 degrés à Montpellier, en température 1976-2005. Okay, ces 14 degrés, on les retrouve à Grenoble dans l'avenir. Ça veut dire que les vallées alpines du Nord vont de plus en plus dans leur paysage et leur économie ressembler aux vallées alpines
des Alpes du Sud. Donc des chèvres, des moutons, de l'abricot, un peu d'olivier aussi. Donc l'agriculture en haute montagne va aussi ressembler à celle des Alpes du Sud. En termes de température, quel que soit le point du territoire, donc toujours les 4 villes que j'ai pris, hein, la température augmente. Bien sûr, pour un scénario plus chaud, ici en rouge, la température augmente plus haut. Ça dépend des émissions de gaz à effet de serre. Le nombre de jours à 35 degrés. Là, c'est très important pour les stress thermiques. On le verra pour la production de lait pour les vaches laitières. Le nombre de jours à 35 degrés, lui, Quand on parle de il stress augmente. thermique, c'est soit très bas, soit très haut. Il y a les deux options possibles. C'est ça. Et c'est d'un coup. Et c'est d'un coup. Voilà. Donc ça, ce sont les vagues de chaleur ou les vagues de froid. Donc en termes de vagues de chaleur, vous avez ici la plaine. Et vous voyez qu'en plaine, on avait quelques jours à 35 degrés. Dans le passé, ça arrivait. Dans l'avenir, on sera entre 40 et 60 jours à 35 degrés par an. C'est énorme en termes d'évolution paysagère et puis de souffrance aussi pour les animaux, mais aussi pour les hommes. Ça, c'est ce qu'on disait sur le camion. Et je précise que l'humain, c'est à partir de 32 degrés que les premières fonctions cognitives commencent à se dégrader. Voilà. Donc, Pour c'est certains pas- humains. Pour d'autres, c'est à partir de 20. Voilà. On ne donne pas de nom. Hein. Non, je dirais personne. Alors, Bourg-Saint-Maurice, Pragnan-la-Vanoise et Val d'Isère, vous voyez qu'il y a moins de jours à 35 degrés. Ça veut dire que nos alpages vont nos migrations, comment on dit ça dans la région? Voilà, des transhumances, pardon. Eh bien, elles remonteront plus tôt dans l'année. En altitude, on ira chercher la fraîcheur. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'eau. Ça veut dire qu'il y aura plus de fraîcheur. Donc, c'est pas un problème de température pour les vaches en elles-mêmes, puisqu'elles ont l'altitude et c'est une chance sur le territoire. C'est un problème d'eau derrière, d'alimentation animale. Et sur les 50 degrés, c'est là où c'est important de travailler là-dessus, cette histoire des 50 degrés, de mettre de l'émotion là-dessus. Parce qu'en réalité, après 2050, ici 2050-2100, vous avez ici les couleurs qui correspondent à des échelles de température maximale atteintes dans l'année. Quand on voit 44 à 50 degrés dans la plupart des régions françaises, et dans nos vallées alpines, on atteint les 44 à 46, et ben c'est là où on peut se poser la question, est-ce que c'est un monde désirable? Est-ce qu'il faut attendre ces températures-là pour réagir? Ou est-ce qu'il faut diminuer? Parce que l'adaptation agricole à ces températures-là n'est pas possible. Vous mettez une vache laitière du Beaufort à 46 degrés, elle meurt, tout simplement. Alors, c'est pour ça qu'on va chercher en altitude la fraîcheur, mais en plaine, ça ne sera pas possible. Et quand vous me dites aussi, on va mettre des arbres fruitiers, on va mettre des animaux en dessous pour les protéger, pour faire de l'agroforesterie, mais là, c'est pareil, à 46-50 degrés, nos arbres fruitiers, ils meurent également. Donc, il y a une limite à l'adaptation, et plus on va durer dans cette flemmardise de notre cerveau, si j'ai bien compris, plus on va durer, plus on va dépasser cette limite. A l'inverse, le nombre de jours à 0 degré diminue sur toutes les villes. Ça, c'est important, notamment pour la gestion des maladies. Les mouches, les moustiques, vous connaissez ça avec la DNC, eh bien, meurent quand il y a des vagues de froid. Moins il y a de vagues de froid, plus il y a de pression de maladies sur le territoire. Alors ça, c'est surtout en plaine. Par contre, en altitude, il restera quand même 150 jours par an. Il n'y aura pas de maladies tropicales qui vont atteindre Val d'Isère, qu'on soit d'accord. Mais ça, c'est surtout pour les plaines où on aura ces problématiques-là. Voilà, j'ai mis le contexte de l'évolution climatique. Tu veux réagir, Christian, sur ça? Ça va être chouette. Non, mais c'est... Encore une fois, là, on a des informations. Et elles sont fondamentales, elles sont... Enfin, si jamais il y a encore des gens qui pensent qu'elles sont fausses, posez-vous quand même la question de ces dernières années. On a eu 6 canicules majeures entre 1900 et 1950. On a eu 6 canicules majeures entre 1950 et 2000. On en a eu 5 entre 2000 et 2010. Et on en a eu plus d'une trentaine entre 2010 et 2025. Tiens, alors je m'arrête juste sur une chose, parce que là, tu dis, ça veut dire quoi? C'est posez-vous des questions. Quelqu'un qui est climato-sceptique, ça a un lien avec ce que tu étudies? Ça veut dire que quoi, il n'y a pas assez de data, il n'y a pas assez de preuves? Non, pas du quoi tout. Le climato-sceptique... Enfin, il y a... Alors, là, c'est un grand sujet. Parce une que minute. En une minute. En fait, il y a 2 grandes typologies de climato-sceptiques. En réalité, il y a plus grand monde aujourd'hui qui doute qu'il y a un réchauffement. Honnêtement, on va l'attribuer au rayonnement solaire, on va l'attribuer au machin. Il y a Donald Trump encore. Voilà. Mais même Donald Trump, il dit ouais, ça se réchauffe. Mais en fait, c'est pas de notre faute. D'abord, c'est pas la faute des humains. Et puis, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Il y a eu des réchauffements il y a 50 ans, il y en aura dans 50 ans. Donc, ils doutent pas, ils disent pas il y a rien qui se passe. Ils disent c'est en tout cas pas nous et c'est en tout cas pas anormal. Et donc, il y a 2 sortes de climato-sceptiques. Encore une fois, il y a celles et ceux qui ont tellement peur
qu'en fait, ils vont inhiber totalement ces informations pour dire « mais je ne veux pas les avoir, donc par conséquent, elles n'existent pas ». Et ça, ces climato-sceptiques-là, à la fois, c'est très difficile parce c'est des blocages cognitifs profonds. C'est comme, alors je vais prendre un exemple qui est terrible, mais qui malheureusement, c'est exactement le même principe de fonctionnement. Vous avez une personne qui se fait agresser sexuellement et qui, pendant 20 ans, va l'oublier. Et parce que son cerveau lui dit, mais je ne peux pas supporter, je ne peux pas accepter cette information-là. Malheureusement, il y a ce mécanisme aussi qui arrive quand on est trop sur charge mentale des notions climatiques. Donc ces personnes, c'est difficile de les faire changer, mais par contre, on a les mécanismes pour le faire. On sait aller les chercher, donc si on faisait bien ce qu'il fallait à l'école, il n'y aurait pas ce problème-là. Donc déjà, il y a un enjeu scolaire sur le climato-scepticisme. Énorme, énorme. Et puis après, il y a les climato-sceptiques qui, eux, ont des enjeux économiques, qui sont des émotions personnelles. Moi, je veux garder mon niveau de vie, je veux garder mon confort, je veux garder ce que j'ai, et je ne veux pas accepter que quelqu'un vienne me dire parce que dans 50 ans, il y aura un problème, tu dois changer aujourd'hui. Donc ça, c'est un autre type de climato-scepticisme, qui est lui un climato-scepticisme qu'on appelle de confort, et qui là, malheureusement, comme ce n'est pas des blocages cognitifs, puis comme ce n'est pas du rationnel, c'est également des émotions qui sont très fortes pour eux, et ça, c'est beaucoup plus difficile. La bonne nouvelle, c'est que c'est de loin pas la majeure partie des climato-sceptiques. Donc en réalité, en changeant un peu le système scolaire, on pourrait en parler, ce n'est pas le sujet de la conférence, mais Dieu sait si c'est l'enjeu majeur du jour, on pourrait faire beaucoup pour résoudre ce genre de problème. Merci. Et le film que je suis en train de tourner pour le cinéma, c'est sur le combat d'un scientifique sur le climato-scepticisme. Et donc j'ai besoin de toi, moi. C'est la deuxième fois qu'il le demande. Ouais. A priori, il fait signer un truc à la fin. J'ai déjà envoyé un message au producteur. Ouais, il a train d'écrire petit à petit un contrat. Tu es coincé, c'est trop tard. On avance sur une prochaine thématique ? Oui, les vaches. Les vaches. Ouais, parce que du coup, le climat évolue. Donc parce que derrière les courbes, il y a du travail, il y a de la fatigue, il y a de la vigilance, il y a des animaux. Oui. Et qu'est-ce que ça change concrètement, justement, pour ces vaches laitières dont on parlait rapidement tout à l'heure ? Du coup, pour la production animale, il y a deux voies de conséquences et d'adaptation. Il y a l'animal directement, la vache, et puis il y a ce qu'elle mange, les prairies également. Ça doit être ma mère, non ? Ok. Bon. Et du coup, alors la vache, elle va pas être sensible qu'à la température. Elle est sensible donc à cette température qui augmente et à l'humidité aussi. Tout comme nous, on est des mammifères aussi, on est sensible à la température, à l'humidité. Donc plus il fait chaud, plus il fait humide, plus la vache laitière va être dans un mal-être. À court terme, vu qu'elle s'alimente moins, entre autres, elle produit moins de lait. Elle peut avoir aussi des problèmes de mal-être animal, hein, c'est très important pour aussi nos animaux. Et à long terme, donc là, c'est si la canicule dure plus de 3 jours, on a une évolution de la composition du lait. C'est important aussi quand on a un fromage de caractère avec une composition de lait particulière, si elle évolue avec la température, ça change le goût du fromage. On a également des problèmes de mamite, inflammation mammaire, des problèmes de défense immunitaire en basse et des problèmes de reproduction sur ces animaux-là. Alors ça, c'est pour les plaines, mais vous avez l'altitude qui permet à nos animaux d'aller chercher de la fraîcheur un peu plus haut pour éviter justement ces problèmes. Donc si je regarde cette fois-ci, je prends les données du GIEC, je leur applique l'équation qui permet de calculer le bien-être animal, et vous avez une cartographie ici en évolution. Si on regarde les Alpes en altitude, on était plutôt très bon. En plaine, on avait plutôt tendance à avoir un stress plutôt faible, qui deviendra de plus en plus modéré avec l'évolution climatique, avec un stress fort qui s'infiltre dans certaines vallées alpines d'ici la fin du siècle, et un stress modéré en moyenne altitude, et un stress qui reste très acceptable en haute altitude. Donc le plus gros problème ne va pas forcément être la température, parce que nos animaux peuvent être remontés. Par contre, nous, en tant qu'êtres humains, beaucoup dans les plaines, pour nous, ça sera un problème, parce qu'on ne fait pas de la transhumance, enfin, à ma connaissance, vous ne faites pas de la transhumance en haute montagne, sauf si vous avez une maison secondaire, peut-être en station. Alors, du coup, là, je regarde les données de stress climatique pour les 4 villes que j'ai étudiées. Donc la plaine, moyenne, basse altitude, moyenne altitude, haute altitude. Donc vous voyez déjà, dès qu'on monte en plaine, on a des couleurs qui disparaissent dans le graphique, ça veut dire qu'il y a moins de jours de stress thermique. Par contre, en plaine, vous avez des jours faibles, modérés, qui deviennent de plus en plus importants entre 1950 et 2100, et des jours forts qui apparaissent et qui sont de plus en plus importants. La plaine deviendra un très gros problème pour les animaux d'élevage, donc les histoires de transhumance les dates vont forcément être amenées à évoluer de par l'évolution climatique pour aller chercher la fraîcheur en montagne où on n'aura pas de stress thermique majeur à Val d'Isère, sauf très rarement à la fin du siècle, mais ça sera vraiment très ponctuel. Donc, maintenant on a des équations. On prend l'équation qui permet de réduire la production de lait en fonction des données thermiques.
Vous l'avez juste là. Le THI, température, humidité, indice. Plus il fait chaud, plus je me décale par là. Et là, vous avez la production de lait par vache. À partir d'un moment, à partir de 67 à peu près, eh bien, on a une diminution de la production de lait progressive plus il fait chaud et humide. Donc, je reprends cette équation et je l'applique aux données du GIEC. Vous l'avez juste là, en animation sur toute la France. Donc, vous avez 0% dans les Alpes, à peu près 2%, 3% dans les plaines en été, ce qui n'était pas économiquement intéressant. Hein. Voilà, ça fait pas trop baisser. Par contre, dans l'avenir 2060, 2080, vous avez ces pertes-là qui iront jusqu'à 20% de perte de production de lait dans les plaines. C'est pour ça aussi qu'on fait remonter les vaches en altitude pour aller chercher de la fraîcheur. Par contre, on commence en moyenne altitude à avoir du 17% qui apparaît. Et ces pertes de production de lait, vous les avez juste ici. Hiver, printemps, été, automne. En vert et en bleu, c'est 1950. En rouge, c'est 2070, donc beaucoup plus tard. Ce qu'on voit, c'est qu'en altitude, dans l'avenir, on n'aura pas de perte de production de lait due à la chaleur. Ce qui est très intéressant. C'est une forme d'adaptation de remonter nos animaux. En basse altitude, on a très légère perte, à peu près de 3%. Par contre, en plaine, là, c'est extrêmement important, jusqu'à 22% de perte en moyenne en été. C'est énorme en termes économiques. Donc, sur notre cher territoire, on a une évolution de la saisonnalité. Moi, j'appelle ça les estives. Voilà, une évolution de la saisonnalité des estives. Pas de stress thermique majeur en montagne, ça veut dire que nos races, on pourra éventuellement les garder. Et ça, c'est très important pour la qualité de notre lait. Par contre, réfléchir à des infrastructures pour refroidir le lait, ce qui, à mon avis, n'est pas permis dans le cahier de charge, si je me rappelle bien. Et la pression foncière en moyenne altitude, parce que si les vaches migrent, je peux vous dire que vous qui aurez très chaud en plaine, vous allez aussi, à un moment, migrer. Et puis l'arboriculture, et puis le maraîchage. En fait, la moyenne altitude va devenir une zone de pression foncière et qui va empiéter sur nos animaux. Il faudra faire très attention, d'ailleurs, à cela, parce que avant tout, avant les futurs complexes hôteliers qu'on aura en moyenne montagne pour chercher la fraîcheur, je préfère qu'on ait des alpages et des vaches. Voilà, donc c'est une question d'avenir. Voilà. Christian, une Ça, c'était pour les réaction? animaux. Tout va bien. Vous avez toujours du lait, moi je dis on est bon. Non mais c'est évidemment fondamental d'avoir ces datas et effectivement je pense qu'il y a deux choses dans ce qui est dit là et c'est fondamental. D'abord, il faut quand même qu'on évite le catastrophisme, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui seront possibles et il va falloir travailler avec. Mais en revanche, là on parle vraiment de l'agriculture, on parle du lait, des vaches et c'est fondamental, c'est votre terroir. Il y a quand même des tas d'enjeux aussi sur nous, sur les humains, sur les autres infrastructures, sur l'ensemble. Là on parle aussi de moyenne, hein. La question c'est à quel moment il y a des grandes différences, des pics, des choses qui nous mettent en stress comme le disait Serge juste avant. Donc il y a quand même des tas d'enjeux. Je vous prends sur un exemple sur la migration. Tu parlais des migrations humaines par exemple. On vient de sortir une grosse étude sur les impacts chaleur sur les humains en France. Enfin, c'est dans toute l'Europe, mais on a les données que françaises, on les a extirpées. Il y a quand même 30% de la population française qui aujourd'hui, dans les chaleurs actuelles, considère qu'ils devront déménager de leur territoire dans les 15 ans en raison de la chaleur. 30%. Alors, heureusement, tout le monde ne va pas le faire, c'est du déclaratif, mais ça montre quand même que là, cette inquiétude, elle existe. Évidemment, on se dit bien que s'il y a 30% de la population française qui doit déménager dans les 15 ans, ça représente quasiment 20 millions de personnes, ça ne marchera pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même aujourd'hui cet enjeu de se dire qu'est-ce que je commence à travailler aujourd'hui pour deux choses. La première, c'est quand même essayer au maximum qu'on réduise le risque de ces températures et de ces augmentations de température. Ça, on peut encore le faire. Il ne faut pas du tout écouter ceux qui vous disent c'est trop tard. Ce n'est pas vrai. Chaque action qu'on fait a de l'efficacité pour réduire un peu les risques et s'en protéger. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il va falloir commencer à se préparer à ces évolutions pour se dire, OK, comment mon terroir, comment mon agriculture, comment mes alpages vont évoluer pour que j'aille m'y positionner. Et ça, c'est un travail qui est intéressant parce que là, on a maintenant les données techniques qui sont fondamentales. Encore une fois, l'information, il la faut, mais maintenant, il va falloir aller chercher où est-ce que j'existe, moi, là-dedans. Où est votre ferme, entre guillemets, où sont vos vaches aujourd'hui? Où est-ce qu'elles devront aller demain? C'est forcément des évolutions qui vont devoir se poser comme question. Et je dirais, vous avez un peu deux solutions par rapport à ça. C'est effectivement continuer encore un peu d'attendre, de voir comment ça se passe demain, si tout ça, c'est vraiment vrai. Et croyez-moi... c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Et alors, ce sera dramatique, parce qu'en réalité, ce sera un changement violent qui vous sera imposé.
Ou alors commencer à vous dire, en fait, c'est quoi mon véritable but? Enfin, c'est quoi que j'aime? C'est quoi que je veux préserver? Et faites ce bilan qui est fondamental de qu'est-ce que je veux vraiment préserver, qui pour moi serait une douleur, un arrachement total si je le perdais. Et qu'est-ce que je suis prêt, en revanche, à faire évoluer dans certaines pratiques, dans certaines manières de faire, dans certaines évolutions, qui est moins aussi important pour moi. Et ce bilan-là, il vous permet de commencer à prendre les premières décisions de, là, je peux commencer à agir et j'accepte de le faire parce que ce n'est pas une douleur. Par contre, ça, je ne vais pas y toucher pour l'instant et on va essayer d'évoluer. La deuxième chose qui est vraiment importante, je vois que tu as une question, mais je veux quand même dire une chose importante aussi, c'est qu'on parle beaucoup de la personne, la femme ou l'homme, agriculteur, agricultrice, qui va devoir évoluer. Mais vous comprenez très bien aussi dans ce qui vient d'être montré que ce n'est pas un individu seul qui pourra agir. Ce n'est pas possible. L'adaptation à ces enjeux, elle est fondamentalement collective, fondamentalement coopérative. Ça veut dire que là, il y a une urgence en France, qui est peut-être la plus importante de toutes par rapport à tout ce dont on parle, c'est d'être capable de refaire société. Moi, je suis, évidemment, comme vous, j'imagine, la politique, les débats, les discussions. Et aujourd'hui, il y a quand même un enjeu de... on a l'impression que plus personne n'arrive à parler de manière posée, un peu sensée, un peu calme, de sujets qui sont extrêmes, qui sont compliqués, parce qu'encore une fois, ils nous touchent émotionnellement. Et là, il va falloir qu'on réapprenne ça. Parce que fondamentalement, il y a des décisions communes qui vont devoir être prises sur le financement, sur... je veux dire, on parle de l'eau et de trop d'eau à un moment donné, pas assez d'eau. Ça va poser la question de comment est-ce qu'on conserve l'eau. Il y a ces débats sur les méga-bassines que vous connaissez, qui n'existent pas encore trop ici, qui existent ailleurs. Ici, vous avez d'autres enjeux et d'autres constructions qui sont discutables. Mais la question, c'est ce débat-là, il n'est pas possible parce qu'on a deux positions opposées qui ne dialoguent pas. Et je pense sincèrement que notre premier travail, aujourd'hui, en tant que collectivité, en tant que salon ici où vous êtes, en tant que commune, en tant que communauté de communes, c'est de se poser la question de comment on instaure le dialogue. Comment on instaure la réflexion commune pour que quelque part ces décisions qui vont toutes et tous vous impacter puissent faire évoluer dans un sens qui vous est suffisamment commun pour avancer. Et je pourrais prendre plein d'exemples de pays qui l'ont fait et comment ils ont fait, et je peux vous dire que c'est incroyable les différences que j'ai vues quand ce genre de processus était mis en place. Ça, je reviendrai dessus sur les filières. Parce que la filière, une nouvelle filière d'olives, parce qu'ici, il y aura des oliviers, hein. Elle ne se crée pas que par l'agriculteur, mais elle se crée par des décisions collectives, territoriales, et par vous, les consommateurs, qui devez acheter ces productions pour soutenir la filière. Voilà, ça, c'est un exemple de collectif. Mais on le verra tout à l'heure dans les cartographies de l'huile d'olive. On peut continuer, si tu veux, donc sur la partie prairie et flore. Parce que autant pour la vache laitière, je vous ai dit, bon, on pourra garder les mêmes races et garder en altitude, parce qu'au niveau des stress thermiques, ça va. Par contre, au niveau des prairies, c'est là où ça devient compliqué. Parce que la particularité du Beaufort, c'est qu'il y a une composition prairiale, c'est-à-dire de la flore qui est présente sur le territoire, qui est particulière et qui donne ce goût à ce fromage. Et que les vaches ont l'obligation d'être en pâture, donc à l'extérieur, de manger cette herbe-là pour pouvoir faire cette particularité du territoire qui caractérise un territoire un fromage sur un territoire circonscrit. Alors là, vous avez l'évolution de la production de la prairie dans les Alpes. Alors, Alpes, toute altitude confondue, c'est à peu près la même tendance. Donc, en bleu, c'est 1950. En rouge, c'est 2070. Donc, c'est plus tard. Ce que vous voyez, c'est le 1er janvier, 31 décembre. Et la production de la prairie en kilogrammes de matière sèche par hectare par jour, donc c'est la production de la journée, elle est ici. Donc, ce qu'on observe, c'est que, petit 1, la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue. Ça veut dire que nos prairies vont commencer à pousser plus tôt. Parce qu'il va faire plus doux. D'ailleurs, c'est ce que vous observez ici. On a des périodes de douceur exceptionnelles à la sortie de l'hiver qui fait que nos prairies se réveillent plus tôt. Et en altitude, vous avez moins de neige en moyenne et basse altitude, ce qui fait que nos prairies ne sont pas ensevelies sous la neige, et donc elles se réveillent aussi plus tôt. Ce qui n'est pas toujours le cas en haute altitude, parce qu'il y a toujours de la neige qui ralentit ce décalage vers plus tôt dans l'année. Donc on pourra monter nos animaux plus tôt aussi dans les différentes estives pour profiter de cette pousse de l'herbe plus précoce. Petit 2, vous avez le rouge qui est toujours au-dessus du bleu. Ça veut dire qu'on aura des productions printanières qui seront
très intéressante sur le territoire, parce que je vous ai dit qu'il allait pleuvoir en hiver, et en plus le CO2 augmente, ce qui favorise la croissance de certains végétaux, s'il y a de l'eau, hein. S'il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas. Ce qui est le cas d'ailleurs du petit 3. Petit 3, c'est facile, le bleu est au-dessus du rouge. On a un rouge qui plonge beaucoup plus bas, beaucoup plus profondément. Ça veut dire qu'en été, on va avoir des prairies en basse, moyenne et haute altitude qui vont sécher plus vite, parce qu'il y aura moins d'eau. C'est le cas dans toutes les altitudes, hein. S'il ne pleut pas en plaine et en altitude, c'est un problème d'eau ici. Donc là, on aura des problématiques dans le cahier de charge. Là, au moins, c'est clair, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas tous les ans mettre nos animaux un certain nombre de semaines ou de mois à l'extérieur en pâture. Parce qu'il y a un moment, nos pâtures seront tellement sèches qu'elles ne produiront plus rien. Et donc, il faudra trouver d'autres façons de nourrir nos animaux. C'est ce qui s'est passé pour le fromage Salers. Le Salers à Salers avec les vaches Salers. Voilà. Je ne sais pas si on dit Salaire ou Salers. En 2022, ils ont dû rentrer les animaux en plein milieu de l'été parce qu'il n'y avait plus de fourrage dans les pâtures. Il n'y avait plus rien à manger. Et donc, ils n'ont pas pu vendre le lait sous l'appellation Salaire puisque, du coup, elles n'ont pas respecté le cahier de charge où elles devaient rester un certain nombre de mois à l'extérieur sur le territoire. Donc là, il y a peut-être une évolution en cas exceptionnel qui deviendra d'ailleurs de plus en plus régulier, à voir si à terme on peut faire évoluer le cahier de charge pour pouvoir nourrir les animaux. Par exemple, redistribuer de l'herbe du printemps et la redistribuer l'été en la faisant sécher ou d'autres formes d'adaptation. Petit 4, eh bien, la prairie pourra peut-être un peu mieux pousser à l'automne, parce qu'il fera plus doux. Mais il y a beaucoup d'incertitudes dans les modélisations sur le petit 4 encore. Voilà, donc à basse altitude, il y a une forte baisse de production et une sécheresse dominante. À moyenne altitude, il y a une zone plus instable avec des années bonnes, des années plus mauvaises. Par contre, à haute altitude, on peut gagner un gain de production grâce à la douceur qui devient plus intéressante en été, mais la saison sera plus courte, on ne pourra pas toujours valoriser ce gain de production. Par contre, on a une évolution de la flore à tous les étages. Les flores de plaine remontent en altitude. On a des évolutions qui seront induites des caractéristiques du lait parce qu'elles ne mangeront plus exactement la même flore. Donc, le goût du Beaufort va être amené forcément à évoluer. On a aussi une évolution des estifs, comme je l'ai dit, et puis avoir évolution des dégrégations, évolution du cahier de charge en parallèle sur lequel il faudra travailler. Donc autant on aura les mêmes races de vaches, par contre la valorisation de la production prairiale devra amener une évolution. Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur les olives parce qu'on en a parlé? Oui. Allons-y. Je dois avoir la carte, elle est là. Voilà. Donc là, vous avez par exemple l'évolution de l'aire de répartition des oliviers en Europe de l'Ouest. Là, c'est un gain parce que l'olivier aime bien la chaleur, hein. Et donc il remonte et vous le voyez apparaître dans certaines vallées alpines ici où on a de l'olivier qui pourrait très bien se porter. Donc pourquoi pas une AOC dans l'avenir, AOP Olive d'Albertville. C'est tout à fait plausible, hein. Tout comme la vigne. La vigne, et pareil, pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des sourires là. Ouais. Ça vous fait sourire. Mais c'est que en fait, j'essaie de vous donner un futur plausible et acceptable sur le territoire. Au lieu d'avoir toujours planté des pommiers qui vont souffrir de la sécheresse et de la canicule, si on plante des oliviers, c'est aussi un pas vers l'avant. C'est-à-dire que dans cette flemmardise du cerveau, si on lui donne aussi à manger à notre cerveau pour avoir un objectif qui soit territorial. Quand si vous voulez faire un AOP olive d'Albertville, alors c'est juste un exemple, on peut prendre plein d'autres exemples d'adaptation. C'est pas juste le producteur qui va planter des oliviers, c'est le transformateur, celui qui fait l'huile d'olive, c'est celui qui fait la bouteille, c'est l'usine sur le territoire, c'est les industries, les commerces sur le territoire, c'est le consommateur qui achète aussi ça. C'est une union en fait qu'il faudrait, c'est une solidarité territoriale sur qu'est-ce que voudraient les maires de la région, un objectif 2040, un objectif qui ne sera pas changé par les maires qui arrivent derrière. Hein, qu'on soit d'accord qu'on ait un objectif de société qui donne une envie d'être moins flemmard. Voilà, qu'on ait un objectif à atteindre. Tu donnes l'exemple des olives, est-ce que tu en as d'autres comme ça? En fait, en gros, à quoi ça qu'est-ce qu'il y aurait là? On est en 2070, donc il y a des oliviers, et puis l'abricot. Raconte-nous. Les abricots? L'abricot vallée du Rhône. Alors attention, l'abricot, s'il vous plaît, ne plantez pas des variétés trop précoces. Trop précoce, c'est la floraison trop précoce. Parce qu'il y a des risques de gel qui sont présents dans les vallées alpines. Donc c'est dans les larges vallées alpines, plutôt du côté de Lyon, où on aura de l'abricot, là où il y a la noix, par exemple. Oui, mais ici, là.
Alors ici, l'abricot, je pense pas. La noix, peut-être. La noix, l'abricot, faudra peut-être attendre 2050. Après 2050, tout comme la pêche, la cerise, on peut. Pas les variétés trop précoces aussi. Voilà, donc on a une évolution maraîchère et arboricole qui est très intéressante dans les vallées alpines qui apparaît. Vous prenez par exemple la tomate. La tomate, ça fait toujours sourire. Vous avez ici la production de la tomate en Espagne et en France avec les zones vertes qui sont les zones de production actuelles. Et dans l'avenir, regardez-moi, là, ça verdit aussi du côté des Alpes et ça verdit aussi du côté de la Bretagne. Par contre, en Provence, ça jaunit. Il fait trop chaud en été. Ça veut dire qu'il faut profiter de l'altitude pour planter aussi du maraîchage en altitude. Donc vous aurez peut-être... Alors, peut-être pas la tomate des Alpes, parce que la tomate sur un paysage... Je ne sais pas si le sol accepte et si l'altitude... Enfin, peut-être que je m'avance. Par contre, en Bretagne et en Normandie, oui. Je Là, voudrais c'est la juste tomate qui sera présente. faire quelque chose. Je vous regarde et c'est une question pour vous. Qui c'est que ça rassure et à qui ça fait peur, ce qui est en train d'être dit? Est-ce que vous pouvez me dire à qui ça fait peur? Levez la main. Ok. Ok. Qui c'est que ça rassure? Ok. Merci. Et il y a des gens qui n'ont pas levé la main et bien sûr on y viendra et comme je vous ai dit, il y aura un vrai temps de questions-réponses. Mais moi, voilà. La réaction individuelle aussi m'intéresse par rapport à ce que tu dis. Et Christian, tu as souri. Ça te fait sourire. Non, j'étais en train d'imaginer tout le monde en haute altitude pour voir s'il y a la place. Ça y est, ça a envie de réagir. Ça... On entend. Alors, les promoteurs, commence. qui est promoteur dans cette salle? on va vraiment prendre le temps de réagir. D'autres infos que tu as à nous donner peut-être sur le paysage, la forêt, l'économie de montagne. Et puis comme ça, derrière, on va pouvoir parler de comment décider, et comment décider peut-être aussi sans subir, on y reviendra, et vous donner la parole. Je terminerai sur les arbres de forêt. Voilà. Parce que je crois qu'il y a Charlène Descolonges qui est là demain, qui va vous parler d'hydrologie régénérative. C'était ma dernière partie, mais étant donné qu'elle vient demain, je pense que vous pourrez venir demain voir, elle aura eu un bon temps pour développer tout ça. Sur la forêt, là c'est plus triste. Là, je préfère être clair. Parce qu'il y a un moment, il faut être clair aussi. J'ai pas envie de vous faire peur. Je préfère être clair. C'est tout simplement factuel. Hein, je vous parle de la noisette, je vous ai parlé des noix, je vous ai parlé de la pomme. Ça, c'est des choses qui sont maîtrisées par l'homme. Le Beaufort aussi. Adaptation des bâtiments, adaptation du fourrage, adaptation des estifs, enfin tout ça. On peut s'adapter. Par contre, vous n'allez pas déménager tous les arbres qu'on a là. Vous n'allez pas les déménager, les remonter en altitude. Donc ce qu'on observe pour l'instant, c'est que le climat de plaine qui commence à remonter en altitude, celui de plaine se réchauffant, les arbres qui sont présents ici à différentes altitudes et en plaine ne se retrouvent dans un climat qui leur est différent de quand ils ont germé. Et ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas monter, donc ce qui se passe, l'arbre dépérit. L'arbre il meurt en réalité. Et dans les vallées alpines, on a beaucoup d'arbres qui meurent puisque le climat ne leur correspond plus. Donc ici, vous avez des arbres qui peuvent arriver. Le charme d'Orient, par exemple, lui, il remonte progressivement sur la France. Anvers, c'est sa zone d'origine 2005. 2035, il peut climatiquement s'adapter dans la vallée du Rhône et certaines vallées alpines. Et ici, à partir de 2035 également, en plaine. Remplacer, du coup, le charme plutôt tempéré qu'on a ici. Alors le frêne élevé qui est aussi présent dans la région, lui, disparaît progressivement des vallées alpines. Du côté d'Albertville, ça va être un peu plus complexe. Par contre, vous voyez qu'il gagne un petit peu le vert clair ici en altitude. Donc en fait, il remonte juste. Par contre, il disparaît de la moitié des plaines françaises. Hein. Frêne élevé, le hêtre que vous avez aussi dans certaines vallées ici, pas en altitude, mais en moyenne altitude et en plaine, lui, progressivement, il va remonter un petit peu en altitude, mais disparaître de certaines plaines. Donc pour l'arbre, c'est beaucoup plus compliqué à s'adapter. Parce qu'on ne va pas s'amuser à replanter toutes les forêts d'Europe et du monde. Ce serait trop coûteux, même si j'aimerais bien. Mais là, il faut être très réaliste. La seule façon, c'est de limiter les gaz à effet de serre, limiter le changement climatique. Parce que là, on a un périssement qui s'observe par drone. Vous l'avez ici, Fontainebleau, la Suisse, ou l'épicéa dans la forêt de Clans derrière Nice. Et puis ici, on a à peu près 3 à 6% des arbres des forêts qui sont en dépérissement. C'est pas énorme. Serge, précise-nous, s'il te plaît, le fait que s'il n'y a plus d'arbres ou il n'y a plus ces arbres, alors s'il n'y a plus ces arbres, en réalité, on change tout le microclimat de la vallée. On change tout le microclimat de la vallée. Parce qu'en fait, ces arbres-là, leur fonction, c'est déjà de relarguer de l'eau dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'eau verte. C'est ce que vous dira Charlène demain.
c'est la maîtrise en fait du microclimat de la vallée. Également, c'est de protéger le sol, faire de l'ombre. Le sol, s'il n'y a plus d'arbres, il s'échauffe et le paysage s'échauffe en lui-même. C'est pour ça qu'en ville, en général, on a plus chaud, c'est plus minéral et qu'on essaye de remettre des arbres dans nos différentes villes. Donc c'est très important de tenir compte, par exemple, du châtaignier, du frêne, du chêne pédonculé plutôt en Jura, du chêne rouvrici, du chêne pubescent, du pin sylvestre également, ici. Vous avez différentes essences qui sont très impactées, soit par le changement climatique, soit par des maladies, soit par la conjonction maladie et changement climatique. Il faut le préciser, parce que le volume de bois mort depuis 7 ans, lui, il augmente, d'une linéaire qui ressemble d'ailleurs à celle de la température. C'est simplement qu'on a commencé à dépasser les limites génétiques des espèces et progressivement, elles dépérissent. Et ça, c'est vraiment la toute dernière carte de l'ONF. Donc maintenant, il y a 2 ans, on était entre 3 et 6% d'arbres en dépérissement. Aujourd'hui, on est plutôt entre 5 et 10, avec plus de 15% des arbres en cours de mortalité dans le nord-est de la France. 15%, c'est énorme. Alors pour ça, je ne sais pas comment l'aborder pour éviter le blocage du cerveau qu'on a dit. Vous allez tous devenir peut-être climato-sceptiques, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment l'aborder. Moi, je suis toujours très factuel. Quand il y a un problème, il y a un problème. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quand il y a des solutions, il y en a. Pour les forêts, il y a des solutions, mais elles sont extrêmement coûteuses et il faut les anticiper. La vie d'un arbre, c'est 100 ans. C'est pas dans 100 ans qu'on va y réfléchir. C'est-à-dire qu'on a la migration assistée de reprendre des espèces de plaines, les mettre en moyenne altitude, ou alors des espèces de la vallée du Rhône et les mettre dans les vallées ici. Donc la migration assistée avec plein de projets d'études, MIC-Forest par exemple, où on étudie la migration des espèces. Mais dans cette migration, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je ne vous dis pas de mettre des palmiers de Damas dans les Alpes, parce que le lien écologique entre le palmier et les autres arbres, il n'est pas présent. La nidification, la pollinisation, l'échange avec les bactéries du sol. Donc c'est garder une certaine forme de diversité génétique. En gros, si vous voulez planter des hêtres, allez chercher des hêtres des Pyrénées-Orientales et faites-les remonter ici, à la place d'un hêtre. On est déjà dans une forme d'adaptation qui est intéressante. Voilà, c'était un petit peu l'aspect pas mal négatif de la présentation. C'est pas tous comme ça. Charlène vous parlera de comment mettre ces arbres sur le territoire, comment complexifier les pentes. Ça, c'est ce que Charlène dira demain en hydrologie régénérative. Christian, tu peux réagir. Pour les arbres, là, pour le coup, on va pas pouvoir attendre. Ou alors, si on attend, on se plante. Et a priori, il vaut mieux les planter aujourd'hui pour penser dans 50 ans. C'est les beaux jeux de mots. Je te remercie. En fait, c'est du haut niveau quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait là pour bouger notre cerveau sur ce truc-là? Encore une fois, tu as dit tout à l'heure, j'ai pas rebondi là-dessus, mais tu disais, quand on est en crise, on sait réagir. Donc on n'est pas encore assez en crise. Non. Pas pour avoir la réaction de crise. Ok. Donc comment on fait pour qu'on ait très envie et qu'on se sente presque obligé de faire quelque chose, par exemple, pour la forêt, maintenant? Encore une fois, je pense qu'il faut qu'on revienne à cette notion de quel est votre terroir. Déjà, je vais partir de ça, mais après j'irai un petit peu plus large parce qu'on oublie que le changement climatique, ou en tout cas le réchauffement, il n'impacte pas que l'agriculture et les arbres. Enfin, vous savez que si vous avez 1 degré de différence, les systèmes de bactéries changent complètement. Donc, je ne sais pas quelles sont les bactéries nécessaires à la fermentation du Beaufort, mais clairement il y en a, et je pense que ça n'a pas été étudié encore. Donc, aujourd'hui, il y a des enjeux de bactéries, il y a des enjeux de virus qui sont bien présentes et qui vont bien au-delà de tout ça. Donc, je dirais, là, on dresse quand même un portrait qui dit il va falloir qu'on avance très concrètement. Et votre terroir, je suppose, parce que vous êtes ici, si vous n'étiez pas là, on pourrait se poser la question, mais vous êtes ici, ça veut dire que vous l'aimez. Ça veut dire que vous êtes dans un endroit qui est chez vous. Et vous savez que ça va changer. Enfin, intuitivement, vous le savez, fonctionnellement, vous le savez, avec les informations, vous le savez. Donc, je dirais, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il faille se poser la question de ce qu'on attend de la crise ou pas. C'est la question de, voulez-vous, fondamentalement, garder votre terroir et rester vivre ici? C'est la seule question à se poser. Et si la réponse est oui? Si votre réponse est oui, il y a une nécessité absolue de changer. Si votre réponse est je m'en fous, demain j'irai habiter en Bretagne et il n'y aura pas de problème. Et puis s'il faut que j'aille habiter en Angleterre, pas de souci, ok, on peut ne rien faire. Mais si votre fondamental c'est ma famille a vécu ici,
je vis ici et je veux que mes enfants vivent ici, alors oui, il faut agir. Et cette question-là, vous devez vous la poser avec sincérité. Parce que on pense toujours que ça arrive qu'aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Moi, j'ai malheureusement vécu dans des endroits qui ont chuté. J'ai vécu en Afrique subsaharienne. J'étais avec des paysans dans les années 2000 qui cultivaient leurs terres. Il n'y a plus une graine qui pousse dans les endroits où j'ai travaillé avec eux. Plus une graine qui pousse. Et l'ensemble de ces paysans a dû partir. Alors que, paradoxalement, il y avait des solutions. Et j'ai vu aussi des endroits où tout d'un coup, il n'y a plus de nourriture. Parce que ce qu'on ne dit pas encore, c'est des insectes. Ça, c'est un autre enjeu. Notamment les criquets, qui sont peu présents actuellement chez nous, qui commencent à venir, mais qui sont peu présents. Eh ben, à certaines températures, potentiellement, il y a un développement de criquets. On n'aime pas tellement les criquets dans l'agriculture. Donc, il y a vraiment ce questionnement-là. Et je vais aller plus loin encore, parce que ce questionnement que vous avez, qui vous est propre, et encore une fois, je n'ai pas la réponse pour vous. Je ne vous ferai pas changer. Je vous invite juste à poser cette question-là. Où est-ce que vous êtes dans votre corps par rapport à votre territoire ? Et ensuite, il y a quand même l'enjeu que, là, on vient de présenter le travail extraordinaire, parce qu'il faut le dire, sur le Beaufort et cette région, et les vaches laitières, et les prairies, et tout ça qui sont fondamentales ici. Mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas une barrière entre vous et le reste de la France et du monde qui va faire qu'ici, il y aura ça, et ailleurs, il y aura autre chose, et qu'il n'y aura pas de lien entre les deux. En réalité, il y a des endroits de France, ou du moins il y aura des endroits d'Europe où on ne pourra plus produire de la même manière. Il y aura peut-être une question de capacité à produire de la nourriture pour tout le monde. Et vous allez produire encore, mais vous ne pourrez pas produire pour le monde entier. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un équilibre à trouver. Donc c'est ces deux questions. La première question, c'est vous, où voulez-vous vivre demain ? Et donc, qu'est-ce que je travaille pour que ce soit pérenne ? Et qu'est-ce que, comme le disait Serge, je change aujourd'hui ? Et ensuite, comment je fais corps avec une société qui me met au-delà, qui est plus large que moi. Parce qu'il y a une chose qu'on sait aujourd'hui sur la planète, c'est que le village gaulois qui résiste envers et contre toi l'envahisseur tout le temps, ça n'existe pas. C'est fabuleux intellectuellement, mais ça n'existe pas. On est un tout, et de plus en plus un tout. Et là, vraiment, j'insiste sur cette notion je vais réinsister sur la notion de coopération, parce que je ne vois pas d'autre solution, que de mettre en place les outils de coopération pour que nous changions les fondamentaux sur certains aspects, pour que sur d'autres, on puisse les préserver. En préparation de cette conférence, tu m'as dit, attention, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation quand on prend une décision. Non, mais c'est exactement ce qui vient d'être dit. C'est que demain, moi, ce que je vois dans beaucoup d'endroits où on a attendu un peu trop longtemps. Tu peux nous donner des exemples. Je vais en donner, alors, mais je vais juste. Et du coup, c'est la peur qui prend le dessus. Tout d'un coup, j'ai peur et la peur, elle nous pousse à deux choses. Il y a deux fonctions dans la peur. Alors, non, on n'a pas le temps de faire un cours sur les émotions. Mais bref, la peur, c'est super, c'est une émotion fondamentale, mais qui provoque deux grandes réactions. La première grande réaction, c'est le repli. Je refuse de regarder ce qui se passe autour de moi. Ou la deuxième réaction, c'est la fuite. Et je cours. Et ben, la course, c'est, tout d'un coup, je décidé de changer d'espèce d'arbre, typiquement, et de se dire, tiens, je vais planter des palmiers, parce que je sais que les palmiers, ça résiste à 45 degrés, et aujourd'hui, il a fait 45 degrés, donc je plante un palmier. Et ben ça paraît un peu ridicule, ce que je viens de dire, et ben pourtant, on le voit. On l'a vu sur la planète. On a vu des endroits entiers où on a replanté des systèmes d'arbres, notamment dans certaines régions du Sénégal et d'Afrique subsaharienne, qui sont incapables de vivre dans ces territoires, notamment la fameuse barrière. Vous avez peut-être entendu parler à une époque, on parlait beaucoup de la barrière verte, qui devait se construire sur toute la barrière du nord, de l'est à l'ouest de l'Afrique subsaharienne. Eh ben, c'est un échec total, excepté dans une région du Sénégal où ils n'ont justement pas été dans la précipitation. Puis il y a quelqu'un qui a dit, attends, on va faire venir des experts, ils vont regarder nos terres, ils vont regarder nos machins, ils vont faire les calculs comme l'a fait Serge sur le territoire, puis on va planter une espèce d'arbre. Et bien là, dans cet endroit-là, bizarrement, ça se passe très bien.
Et ils ont compris qu'en plus, ils devaient planter un système avec des arbres différenciés, avec un système agricole. Enfin bref, il y a tout un principe qui a été mis en place. C'est extraordinaire. Je viens de le documenter. Et puis dans tout le reste ailleurs, ça a été un échec total. Donc ça marche quand on se base sur une étude. Alors, ça peut marcher quand on se base sur des études, sur la science, sur de la data. En tout cas, quand on se base sur la data, je dirais, parce que des fois, il y a des typiquement, demain, Charlène va parler de l'eau, typiquement, si on prend l'eau et les sourciers, par exemple, qui sont capables d'aller chercher des sources d'eau, il n'y a pas d'études scientifiques qui expliquent comment ça marche. Et pourtant, ça marche très bien, parce qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, bien, moi, je suis évidemment scientifique, je dirige l'institut scientifique, Serge est scientifique, donc évidemment, nous, on va quand même beaucoup baser nos travaux sur la science, et c'est nécessaire. Mais au-delà de la science, il y a aussi le besoin, parce que la science, elle ne peut pas tout expliquer. La science, elle va donner beaucoup d'informations, puis après, il y a quand même autour de ces informations plein de choses. Pour moi, la science... Je vais te dire un truc, si vous faites un gâteau aux pommes, avec des bonnes pommes qui poussent encore actuellement chez nous, pour moi la science c'est la pâte, c'est la croûte. C'est-à-dire que vous en avez besoin, il la faut. Par contre, c'est pas elle qui va mettre les pommes en place. Et ça c'est le savoir-faire, c'est votre intuition, c'est vos émotions, vos compétences. Donc il faut vraiment les deux pour trouver la bonne manière d'ajuster un territoire. C'est comme pour l'huile d'olive. Hein. Moi je suis en train de vous dire, il y a un potentiel de planter des oliviers. Après, c'est les agronomes du territoire, ceux qui connaissent les sols, les pentes, qui vont planter telle variété, plus ou moins tardive, avec tel goût, suivant ce que veulent aussi les habitants du territoire, si c'est un goût plutôt corsé, si c'est un goût plutôt fruité. C'est ça qu'on dit, c'est qu'on a la science qui donne un potentiel, et après l'homme, l'agriculteur, l'agronome, le terroir répond, améliore ce potentiel. Le scientifique ne va pas venir vous dire... dans cette pente-là, je mettrai 3 abricotiers en rang, puis là, 7 oliviers. Non, ça, c'est l'agronome. Et ça, je ne peux pas, derrière, après moi, préciser plus. Donc, c'est pas mon rôle. Étude, data, plus sourcier. 2, choix collectif et local. On pourrait se le dire comme ça. C'est-à-dire réfléchir ensemble à comment faire localement, parce que ce qui va fonctionner ici, ça ne fonctionnera peut-être pas à 50 km ou à une autre altitude. C'est ça ? Oui. Et il y a un point qui est la clé de ça, c'est acte, agir. Alors attention, agir justement avec ce processus, avec cette évidence, avec ce besoin de savoir, mais agir. Et ça, c'est vraiment, je crois, le mot qu'on n'utilise plus assez souvent. Je fais beaucoup de conférences, je vais dans beaucoup de territoires, je vais dans beaucoup d'endroits. Et en fait, on voit qu'au moment où il se dit « Attends, maintenant, il faut agir », là, en général, on ressort de la conférence, vous allez rentrer chez vous ce soir, vous allez certainement continuer votre métier, enfin, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et en fait, il va se passer une chose assez évidente, c'est que le day-to-day, le train-train, reprend forcément le dessus pour une raison aussi assez simple. Et là, c'est pour une autre raison cognitive qui est aussi assez complexe, c'est la charge mentale. C'est que le cerveau, il peut avoir... On va dire, si je schématise, je vais beaucoup schématiser, il peut avoir X pensées par jour. Il peut traiter X informations par jour. Imaginons que je peux traiter 1000 informations et que je peux avoir 10 pensées. C'est des chiffres qui ne sont absolument pas référents, mais c'est pour donner un exemple. Si j'ai 1000 informations qui m'arrivent dans la journée parce que j'ai écouté une information là, parce qu'on m'a envoyé un message sur mon WhatsApp ici, parce que j'ai ci et ça, et puis que j'entends qu'il y a la guerre en Iran, puis ça me fait peur ici, donc ça fait une double information, et ainsi de suite. Si mes 1000 informations sont occupées par des charges qui ne sont pas fondamentales, il n'y a réellement plus de place pour en mettre une nouvelle qui serait peut-être la nécessaire pour le changement que vous avez besoin de faire. Et si mes 10 décisions que je peux prendre dans la journée, parce qu'on n'en prend pas beaucoup plus, on prend 40 000 décisions par jour, mais c'est 39 990 qui sont des décisions fonctionnelles, pures. Je lève le bras, je le descends, je prends le verre, machin. Et puis vous avez 10-15 décisions qui sont des décisions structurantes que vous décidez vraiment par vous-même, ce qu'on appelle le système 1, on s'en fout. Mais ce qui est certain, c'est que si ces 10 décisions-là sont occupées par du basique, du quotidien, ce que vous avez besoin, c'est votre nécessité. Vous devez prendre des tas de décisions, s'occuper, il manque de l'eau ici, j'ai pas assez à manger là, j'ai mon fourrage qui n'est pas arrivé, j'ai mon fournisseur qui n'est pas venu, j'ai machin, puis j'ai la livraison qui n'est pas au bon endroit, puis je ne sais pas quoi encore. Et bien si tout ça, votre cerveau, il est saturé de ça, l'espace pour s'asseoir et se dire, alors ok, voilà les grands enjeux. Voilà ce sur quoi je vais devoir travailler. Voilà comment je vais devoir concevoir. Voilà ce que je vais poser comme solution. Voilà comment je vais aller discuter avec les autres. Tout cet espace cognitif est aujourd'hui de plus en plus difficile à avoir. Donc il y a aussi cet enjeu que vous devez vous poser 2 choses. 1, comment vous décidez
de l'espace cognitif que vous attribuerez au temps de changement. C'est une décision qui doit se prendre. Je veux prendre 1 heure par jour, je veux prendre 1 jour par semaine, je ne sais pas, c'est peut-être même 5 minutes par jour, mais je décide qu'un temps de mon quotidien sur le hebdomadaire est consacré à la réflexion de que vais-je faire pour transformer quelque chose qui est important pour faire face à ces enjeux. Puis une fois que vous avez pris cette décision, vous avez déjà un espace cognitif qui est réservé pour ça. Donc vous pouvez commencer à bosser là-dessus. Et si vous le faites ensuite collectivement, si vous faites... au Rwanda, quand ils ont dû changer, ils ont décidé que tous les derniers vendredis du mois, on arrêtait tout, puis les gens se réunissaient pour parler des problèmes et trouver des solutions ensemble. C'est une solution, je ne dis pas qu'elle est applicable chez nous, c'est une solution. Il y en a plein d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des décisions qui doivent se prendre de je prends ce temps collectif ou je prends ce temps individuel. Et puis ensuite, effectivement, il va falloir mettre en jeu les changements, donc l'action. Et il n'y a aucun changement au monde. On peut étudier tout ce qu'on veut dans nos vies. On ne verra jamais un changement qui se fait sans action. Donc il y a à partir de là 2 solutions. Soit j'attends que l'acte me soit imposé parce qu'il n'y a plus le choix, parce que l'avalanche tombe et que je dois courir, et je courrai, puis je verrai bien ce qui se passe, parce que pendant que je cours, je suis incapable de périmétrer mon territoire au-delà du danger réel qui me tombe dessus. Si ça se trouve, il y a un précipice plus loin, mais je ne le verrai pas. Ou alors, effectivement, je fais des actes posés, décidés, de transformation qui vont se faire petit à petit pour arriver à un changement territorial. Il n'y a pas, malheureusement, beaucoup d'autres solutions que prendre du temps pour décider, agir en fonction de mes décisions. Oula, j'ai plombé l'ambiance là. Déjà, merci à tous les deux. Déjà, on va vous applaudir parce que bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne sais pas si on a des micros. Ok. On va commencer là, après il y aura madame et après là-bas. Monsieur, vous le faites sans micro, ça vous va? Vous pouvez vous lever en revanche. Merci. Aujourd'hui, mon vrai questionnement et mon inquiétude, c'est de savoir dans des milieux où il y a quand même plusieurs secteurs qui se chevauchent et qui s'entrecroisent, qui ont des intérêts économiques, parce que malgré tout, il y a quand même des intérêts économiques qui sont là. On voit bien qu'on ne tire pas forcément tous vers le même... Enfin, il n'y a pas les mêmes... Bien sûr, si on voit si on passe dans le camion climat ou si on voit les 50 degrés, ça fait peur à tout le monde. Sauf que les enjeux par rapport aux différents métiers peuvent être différents. Enfin, ils n'ont pas le même impact je vais essayer de vous faire comprendre. Non, mais c'est très clair. Et en fait, c'est ça qui est très inquiétant parce que c'est vrai que est-ce qu'on pourrait concevoir qu'on puisse déjà dans un microcosmos, un collectif assez court, assez trapu, assez robuste, peut-être aussi être un exemple. Est-ce qu'on peut peut-être imaginer que ce soit aussi un exemple qui puisse démarrer pour d'autres collectifs? En fait, la robustesse de la filière, elle est là-dedans, en fait, c'est qu'elle existe. Alors oui, c'est une signe de qualité depuis 68, mais elle existe depuis bien plus longtemps. Et en fait, les évolutions, elles ont été déjà assez fortes. Et il n'y a pas eu d'évolution climatique comme celle qu'on a vue. On va... Et c'est pour ça que c'est la question. Comment un petit collectif peut devenir un exemple pour d'autres collectifs? Vous avez entendu la question? C'est bon. C'est pour en prendre le maximum. Je vous on va essayer en tout cas de prendre un maximum de questions et de vous faire réagir à chaque fois. Vous êtes déjà pour moi un exemple pour la qualité du territoire. Peut-être un exemple pour d'autres régions sur la qualité, du moins, du territoire. Alors le collectif, comme on l'a dit, il fait la force par rapport au changement climatique, mais il y a une limite. Et cette limite, je préfère la dire clairement, elle est politique. Elle est politique.
Ça veut dire que si vous avez un maire qui favorise plutôt les taxes que lui rapporte le tourisme de montagne par rapport à celui du Beaufort, il va favoriser le tourisme. Alors déjà, premier point, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? C'est nous qui avons la décision de vote. C'est nous qui avons la décision de vote. Et c'est-à-dire que c'est à nous, derrière, d'élire la bonne personne qui, pour un territoire, va plutôt favoriser ce qu'on mange plutôt que ce qu'on gagne, on va dire, en dehors de l'aspect nutritif. C'est-à-dire de favoriser le terroir plutôt que de favoriser l'attrait de personnes en dehors du terroir pour les faire venir pour gagner un peu plus d'argent. Des Parisiens, par exemple. Il y a la force Donc du tu es en vote. train de dire Autre point, que tu parles par exemple de l'économie touristique. touristique, c'est-à-dire de retenir de l'eau, par exemple, pour faire de la neige artificielle ou plutôt pour abreuver nos vaches. On va dire les choses comme ça. Autant peut-être éventuellement faire les deux et ne pas distendre d'un côté. Alors je ne sais pas ici si c'est le cas, mais chez moi dans les Pyrénées-Orientales, C'est un sujet. On a eu la sécheresse de 2022, on a irrigué les golfs et on a laissé mourir les maraîchers. Mais vous avez la même chose ici avec peut-être le tourisme ou... Exactement, la charge population sur le territoire. C'est ce qu'on Et appelle. c'est un vrai sujet ici aussi. C'est un vrai Donc, sujet. Ça, c'est un sujet politique qui ne peut pas être battu par le collectif directement, sauf par l'éducation aussi scolaire. C'est ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire que à nos enfants, au lieu de leur apprendre l'aspect matériel et plaisir d'un territoire, on peut leur apprendre aussi l'alimentation, la nutrition. C'est ce qu'on ne fait plus à l'école. C'est-à-dire leur apprendre la notion d'un terroir. Je suis pas en train de dire qu'on va tous devenir dans des terroirs et on va plus parler entre nous. Mais c'est que dans l'avenir, il faut apprendre à nos enfants qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est plutôt manger ou est-ce que c'est plutôt ramener des touristes ou autre chose? Il y a un problème d'éducation dans notre société, c'est que nos jeunes sont de plus en plus déconnectés du milieu agricole. Parce que ma génération, pas la tienne, la mienne, eh bien, on est les premiers êtres humains depuis la création de l'apparition des êtres humains sur la planète. Ma génération est les premiers où il est possible dans notre famille de ne pas avoir d'agriculteur. C'est-à-dire que la nourriture, on est capable tout autour de notre vie de ne même pas savoir d'où elle vient, comment elle a été faite, et de ne pas avoir aucun contact avec le milieu agricole et de survivre. Avant, on était chasseurs, cueilleurs, etc. Après, on a les agriculteurs, on a toujours quelqu'un dans la famille, un tante, donc nos parents, qui est agriculteur. Et là, c'est ma première génération, on est déconnecté. Et on a laissé cette déconnexion se faire au détriment des plaisirs. Et derrière, il faut absolument qu'on revienne à l'école. On apprend à cuisiner, on apprend à éplucher, on apprend qu'est-ce qui est produit sur le terroir, les goûts de ce terroir, on apprend la saisonnalité de la production sur le terroir, qu'est-ce qu'il y aura maintenant, qu'est-ce qu'il y aura dans le futur aussi. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on revienne. Ça prend du temps. Ça, c'est votre façon, vous, collectif, d'aller dans les écoles et d'éventuellement présenter le territoire, le Beaufort. Qu'est-ce que c'est? Je pense que vous le faites déjà là aujourd'hui. D'aller maraîcher avec des productions, leur dire ça a été produit ici avec une carte. Voilà, on cultive comme ça et on le consomme comme ça et on le cuisine comme ça. Des cours de cuisine, etc. Enfin, c'est ma vision des choses. Pour dépasser l'aspect politique, former les jeunes à comprendre qui élire dans l'avenir. C'est eux qui vont élire les maires dans l'avenir. Donc déjà, essayer de faire un peu de dégagisme par les jeunes. Voilà. Christian, tu voulais réagir ou c'est bon? Non, c'est pas bon du tout. Je ne suis... Non, mais je suis d'accord sur la politique, évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord avec la politique? On s'assoit puis on attend? C'est une vraie question que je vous pose. Parce que, malheureusement, on peut ne pas être d'accord du tout avec la politique qui est menée. On peut. Et d'ailleurs, même si on a choisi le bon maire, il y a peut-être quand même des gens qui ne seront pas contents. Mais ça, c'est un autre problème. La question, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, on est soumis, vous avez raison, à 100% à des enjeux qui nous dépassent complètement. Aujourd'hui, on a un diesel à 2,20 € en moyenne en France, 2,24 € pour être très précis ce matin, parce qu'il y a un blocage de notre d'Ormuz. On peut faire toutes les manifestations qu'on veut, toutes les manifestations qu'on veut, ça ne va pas enlever le blocage du détroit d'Ormuz. Je peux vous dire que Trump, quand il voit une manifestation devant la mairie de Saint-Étienne ou d'Albertville, il ne se dit pas « Ouh, il y a une manifestation à Albertville, il faut que j'arrête cette foutue guerre ». Ça, je l'ai encore jamais vu arriver. Mais on ne sait jamais, ça ne vaut pas la peine d'essayer quand même. Donc, moi, la question, je la pose un peu différemment. Parce que malheureusement, effectivement, aujourd'hui, on est dans un enjeu mondial. Le changement climatique, il est mondial.
Il va y avoir des effets qu'on n'arrive même pas encore à imaginer, il faut être très clair. Là, on vient de parler du Beaufortin et de ce qui se passe ici, et c'est des enjeux majeurs, mais en fait, on ne sait pas si tout d'un coup, quelque chose qui va se passer en Iran, ailleurs, va avoir un impact majeur sur nous. Là, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire peur, mais les Hutus, on vient de décider, là, au début d'après-midi, qu'ils allaient bloquer le détroit de la mer Rouge. Autant dire que votre essence à 2,20 €, je peux vous dire que demain, c'est 3,20 € s'ils le font vraiment. Parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de passage. Ça ne va peut-être pas arriver, mais ça peut arriver demain. Donc la question, elle est, ok, j'ai pas de prise là-dessus. C'est terrible, soyons vulgaires, ça fait chier, mais c'est vrai. Donc, ce que j'entends un peu trop souvent, et encore une fois, je vais dire quelque chose qui n'est pas du tout pour critiquer qui que ce soit, parce qu'on le fait tous. On a un peu toujours tendance à regarder qui ne fait pas quoi. Et moi, j'étudie les systémies du changement, et on entend assez souvent des gens, des entreprises dire « mais moi je ne peux pas changer parce que mon écosystème ne change pas ». C'est vrai. Puis cet écosystème qui est par exemple de l'industrie de l'automobile, moi je ne peux pas changer parce que la matière première ne change pas. Puis le pays, la France, on entend de plus en plus ça, mais nous ça sert à quoi qu'on agisse si les États-Unis n'agissent pas? Puis les États-Unis disent à quoi ça sert? Nous on ne fait rien parce que la Chine ne fait pas. Et puis finalement, on est tout le temps en train de regarder qui ne fait pas quoi. Et c'est une impossibilité structurelle finale. Si on continue de se regarder les uns les autres en se disant si les autres font pas, moi je peux pas faire, et s'il y a des enjeux trop grands pour moi, ben moi à mon échelle ça sert pas à grand chose, c'est une terminaison finale, parce qu'il y aura plus rien qui bougera. Donc on est un peu obligé, et c'est dur, et vraiment je le sais, et je l'entends, et on est tous découragés un jour ou deux, enfin des fois on s'assoit, on se dit mais à quoi ça sert? Et pourtant, eh ben, agissons, posons-nous la question sur quelle est mon échelle d'acte. Où est-ce que je peux agir vraiment? Et si chaque personne qui déjà a de la bonne volonté agit sur son échelle d'acte, ben on constatera qu'il y a quand même beaucoup de monde de bonne volonté en fait. Pour 10% de la population qui fout le bordel, c'est déjà beaucoup, c'est embêtant, il y en a 90% qui n'ont pas du tout envie que ce soit le bordel. Et donc, ben moi je vois ça comme deux enjeux. Un, ben, agir dans mon échelle d'action, et deux, savoir que je suis exemplaire dans ce que je fais et dans ce qu'on fait. Parce que cette exemplarité, elle peut paraître... des fois, on voit dans les films, tout se termine bien parce que quelqu'un a fait une belle action, on se dit... Ah, puis dans la vie de tous les jours, on se dit, mais tiens, ça ne marche pas comme ça, disons. Mais pourtant, si. Pourtant, si. C'est Hollywood, hein, mais pourtant, quand beaucoup de monde autour de vous commence à agir d'une certaine manière, ben vous avez peut-être envie de le suivre aussi. Puis à un moment donné, vous êtes isolé si vous agissez différemment. Puis finalement, quand on construit quelque chose comme ça, et ce que je vous décris là, je l'ai vu dans une dizaine de pays qui ont changé fondamentalement en 5 à 6 ans en changeant deux choses. La première, c'est l'éducation. Sans changement éducatif, très très difficile de faire changer quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, notre éducation est effectivement déconnectée des réalités, pas que sur l'agriculture. Aujourd'hui, nos élèves n'apprennent pas 3 choses. Ils n'apprennent pas le rapport à la terre, et j'y mets l'agriculture, mais le rapport à la terre, à l'environnement. Ils n'apprennent pas la coopération, à savoir comment je fais avec l'autre. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc, hein, la coopération elle se crée quand on voit le visage de l'autre. Quand vous êtes assis les uns derrière les autres, à l'école, il n'y a pas de coopération. Donc en fait, dès le début de notre carrière d'enfant et puis d'adulte, on n'apprend pas la coopération. Le mot de projet, qui fait qu'on fait ensemble et qu'on doit construire quelque chose ensemble et qu'on est tous redevables de la réussite ou de l'échec du projet. Bah ça, c'est un truc qui a été mis en place dans une dizaine de pays, puis bizarrement, c'est les 10 pays qui sont les 10 premiers du classement PISA, excepté les États-Unis. Donc, il y a des choses qui coûtent rien, qui peuvent être changées. Et ça, vous pouvez commencer à le faire dans les écoles de village, parce qu'en fait, l'éducation nationale l'interdit, mais si demain le prof du village dit bah, « les élèves, vous asseyez en rond aujourd'hui », personne ne viendra lui dire quoi que ce soit. Donc, éducation, et 2, exemplarité. J'agis, et je ne me pose pas la question de savoir si les autres agissent. S'ils ne veulent pas agir, ben moi, quand même, j'agis. Parce que quelque part, d'abord, ben, je fais quelque chose, mais en plus, le fait d'agir, ben, ça développe dans le cerveau un nombre d'hormones qui sont considérables. Ça en développe 16 hormones différentes, mais dont la fameuse dopamine, adrénaline, mélatonine et autres, qui sont des hormones de fonctionnement et d'action. Et ben, plus on les a, plus on agit, plus on voit les autres agir, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un système vertueux. Donc oui, ça vaut la peine de faire quand même. Même si on a peur, et on a peur. Même si on trouve que les autres ne font pas, et les autres ne font pas. Parce que ça fait bouger les choses autour de nous.
Et enfin, il y a un troisième point, et ça Serge l'a dit, bah oui, lisez des bonnes personnes, quoi. Allons, je ne sais pas comment rebondir sur ça, en fait. Après, En vous posant, c'était pour vous la question d'abord. Il y a un micro qui arrive derrière vous. On nous a volé nos micros. Merci. Moi, je faisais partie des gens, par contre, qui étaient rassurés. Rassurés en... Voilà. Ouais. Rassurés en 2 points déjà. La première, c'est on est vendredi. Enfin, je vous rejoins. Tout à l'heure, Monsieur Vavario parlait vendredi et il y a beaucoup de monde là à la conférence. On n'est pas pendant les vacances. Et moi, ça fait un moment que je participe à ce genre de conférence et je me dis, ça, c'est quand même un bon signe. Donc ça, ne serait-ce que ça me rassure. Maintenant, l'inconvénient, c'est toujours pareil, hein, quand on est convaincu de toute façon qu'il faut faire quelque chose pour l'écologie, on va à ce genre de conférence. Donc là, vous parlez non pas à des gens qui ne sont pas convaincus, mais à des gens qui sont convaincus. Et le plus difficile... Excusez-moi, j'attends 2 secondes. Ouais. Qui est totalement convaincu dans la salle? De quoi? Voilà, c'est ça la question. Par la nécessité de faire quelque chose pour ne pas aller droit dans le mur. Et la deuxième qui me rassure, alors là, elle est à la fois négative et positive, c'est qu'aujourd'hui, on vit des bouleversements climatiques qui se succèdent à une vitesse dingue. Et je suis d'accord avec vous, il n'y a que devant l'adversité et devant le risque et devant le fait accompli et le mur que l'humain réagit et agit. Donc plus on connaît d'épisodes douloureux, j'ai envie de dire, plus la prise de conscience est importante. Et de ce fait, c'est pour ça qu'on est de plus en plus nombreux aussi à vouloir agir. Donc c'est en ça en fait que je suis rassurée. Bizarrement, c'est parce que le monde tourne mal. Eh ben, ça me rassure. Est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question. Moi, je vous rejoins sur l'éducation. Vous en avez un peu parlé. Mais justement, ça fait des années qu'on sait quand même. Hein, les premières études sont parues dans les années 70, je crois. Donc, ça fait des années qu'on sait. L'éducation, elle, enfin, à l'heure actuelle, elle a toujours pas bougé. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants? Enfin, vous parlez d'éducation, parce que moi, je suis convaincue que c'est par là que ça doit passer. Mais c'est quoi alors? Quelle éducation? Par quoi ça passe? À quel niveau? Alors, je me permets juste de dire que je suis pas totalement d'accord avec vous que l'éducation n'a pas bougé, parce que moi, j'ai 3 enfants, 2 accidents et un voulu. Mais on dit pas lesquels? Non, ils sont tous très gentils et de la même personne. C'est de pire en pire. Je m'enfonce en fait là. Voilà, donc bref, vous savez que j'ai 3 enfants, je vais juste dire ça, je m'arrête là. Et j'ai été vachement étonné de... C'est vrai, ils ont 2, 4, 8 ans. Celle de 8 ans, elle a déjà des notions d'écologie. Elle a allé nettoyer les fossés du village avec un truc pour le plastique et comme une punition en fait avec toute la classe pour leur dire voyez, ne faites pas ça, ne jetez pas par la fenêtre de la voiture. On leur a appris la saisonnalité. Là, c'est le 4e cours de cuisine que mon gosse il a pour faire des biscuits, alors que moi j'ai jamais fait de biscuits de ma vie à l'école. J'ai l'impression, alors c'est vraiment les plus jeunes où ça a changé, parce que ma génération, moi, j'ai eu 3 heures de climatologie dans toute ma scolarité, alors que pourtant je suis agroclimatologue. Donc il y a un moment, il y a eu une évolution, elle est un peu tardive, et j'ai l'impression que c'est quand on se prend des coups qu'on fait évoluer les choses, et c'est les derniers coups qu'on a eus, notamment après la canicule de 2003, où l'éducation scolaire a voulu rajouter ça. Alors, ça va pas encore assez vite, mais j'ai un petit peu baissé mon niveau de critique à l'éducation nationale depuis que j'ai vu qu'à l'école il y avait quand même ça. C'est pas pour autant qu'il faut rester stable à ce niveau-là. Je pense qu'il faut continuer les cours de cuisine à l'école, continuer les cours de terroir, continuer les cours de saisonnalité, l'observation de la forêt, l'observation de l'environnement, réapprendre à observer son environnement, sortir de la classe aussi, pas être tous devant le prof en ligne comme on disait.
Voilà, il y a peut-être l'histoire de coopération que tu veux rajouter, mais il faut aller plus loin, mais je trouve que ça s'est un petit peu amélioré. Voilà. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord. Non, je suis Il pas a du tout pas d'accord d'enfant. parce que non, mais par contre, enfin, j'en suis beaucoup parce que le problème, il est que c'est vrai qu'il y a des endroits, on fait des cours de cuisine, il y a des endroits où on sort de l'école, il y a même des endroits où on va s'asseoir dans la forêt pour faire le cours, mais ce n'est pas de la programmatique. Donc oui, il y a des endroits où des profs ou des directeurs d'école prennent la décision de faire des choses parce qu'ils vont au-delà du programme, et là, c'est génial. Et il y a quelques endroits où ça se passe heureusement. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres endroits, parce que là, on parle des zones rurales, mais prenons les grandes villes, Paris et sa banlieue, Marseille et sa banlieue, Lyon et sa banlieue, comme c'est pas dans la programmatique, et qu'en plus, quand un prof, des fois, prend le risque d'aller un petit peu plus loin, voire de faire sortir ses élèves dehors, ben, il peut se faire taper dessus. Et qu'il le fera une fois, il ne le fera pas deux. Ben effectivement, aujourd'hui, il y a encore plein d'endroits en France où l'école ne va pas là où elle doit aller. Ça, on est complètement d'accord. Pour répondre à votre question, on a quand même pas mal de réponses. Parce qu'en réalité, quand on fait une étude systémique sur 60 pays et leur système éducatif et leur évolution éducative, il y a 3 grandes choses qui fonctionnent et qui ont fait que les pays ont changé. Déjà, on peut dire une chose. L'éducation qui change, ça fait changer un pays en 5 ans. Voilà. Ça, c'était vrai au Rwanda, c'était vrai en Finlande, c'était vrai au Canada, c'était vrai en Suisse, c'était vrai en Corée du Sud, c'était vrai dans beaucoup de pays. Donc ça, on a la dotée. Quand on change profondément le système scolaire, on fait changer un pays en 5 ans. Et après, il y a évidemment plein de changements qui vont suivre. Hein. Tout n'a pas changé, mais enfin, on en fait vraiment une impulsion en 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, il ruisselle sur 7 adultes. Et c'est du vrai ruissellement, hein. C'est pas celui de l'économie là qui... Voilà. Donc il ruisselle sur ses parents, sur ses oncles, ses tantes, les amis des parents et ainsi de suite. Puis quand tous les enfants ruissellent, ça fait beaucoup de ruissellement, puis petit à petit il y a quelque chose qui emprunte. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants ? Il faut que l'émotion soit présente dans l'éducation. Ça c'est, puisque les décisions comportementales sont basées sur l'émotion, s'il n'y a pas d'émotion dans l'éducation, ça marche pas. Or, nos systèmes éducatifs sont basés sur l'économie. Donc qu'est-ce que je peux acheter avec quoi ? C'est un peu... Donc, nos programmes ont été faits en 1955, après-guerre, et donc très peu évolué techniquement. Deuxième chose, effectivement, le mode projet. C'est-à-dire que je comprends que si je ne fais pas avec l'autre, j'échoue. Mais ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on est encore dans un système où moi, j'ai une meilleure note que toi, je suis meilleur que toi. On a encore le premier de classe et le dernier de la classe dans nos écoles. Alors je dis pas qu'il faut enlever les notes, moi j'ai pas de est-ce qu'il faut mettre des chiffres, des notes, des machins, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'au bout du compte il faut que ce soit des modes projet. Quand la Finlande est passée en mode projet, mais en 5 ans ils ont gagné 25 points dans le classement PISA juste avec ça. Je sais pas si vous... Quand la Corée du Sud qui décide de changer son économie passe en mode projet, son économie monte à une vitesse fondamentale parce qu'on comprend que sans faire avec les autres on n'y arrive pas. L'Allemagne l'a fait aussi après-guerre et ainsi de suite. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, alors ça, je rejoins complètement Serge, mais c'est évidemment plus difficile à faire qu'à dire dans beaucoup d'endroits, c'est un rapport à la nature. Et donc, comme peut-être qu'on ne peut pas sortir tous les élèves des classes, ça je ne sais pas, c'est possible dans les villages ici, c'est possible quand on est en campagne, quand on est dans la forêt, en montagne, je vois très mal la classe au centre de Paris dire cet après-midi on va faire cours de la nature. À minima, on peut faire ce que d'autres pays ont fait, notamment en Inde, à un moment donné, au travers de l'éducation, c'est végétaliser fondamentalement les classes. C'est planter dans les cours d'école des tomates ou si ce n'est pas des tomates, parce que ça dépend de la culture, de la saisonnalité du machin, autre chose, et que chaque enfant ait la responsabilité d'une plante. Parce que ça, quand on a la responsabilité d'une plante, on sait bien que si j'oublie de l'arroser, elle meurt. Alors malheureusement, on va faire mourir des plantes. Ça, il faut le dire. Non mais voilà, il faut être prêt à tuer de la plante. C'est triste en soi. Mais en même temps, quand même si l'enfant ne réagit pas tout de suite, il y a quelque chose qui s'est planté dans sa tête. Il y a une information. Si on ne fait pas ça, ça meurt. Sur le moment, ça ne va peut-être rien lui faire. Mais 5, 6 ans plus tard, 10 ans plus tard, quand il aura reçu d'autres informations, ça sera toujours là. Donc si on fait ces 3 choses, mettre les émotions, mode projet et rapport à la nature, on a déjà fait un énorme pas pour qu'on résolve le problème qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être un peu ça aussi, Thérésime, non ? Finalement, parce que moi, quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai vu plein d'enfants et je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'émotions.
Et de bruit, tu as raison. Qu'il y avait beaucoup de rapports à la nature et de découvertes, et probablement que ça peut être des projets en classe. Je ne sais pas trop comment c'est vécu chez eux, mais en tout cas, c'était génial à voir. Parenthèse fermée. Je crois qu'il y avait une troisième question par là-bas d'abord, et après ce sera monsieur, et on s'arrêtera là. Là-bas, monsieur. Vous avez répondu à pas mal d'interrogations. Je pense que je ne suis pas très optimiste pour l'avenir, mais j'ai plein d'espoir. Et c'est pas antinomique. Et je pense qu'on a une force, nous tous, c'est le choix d'agir et le pouvoir d'action. Par contre, je crois beaucoup à au collectif, à l'intelligence collective. Et d'après vous, qu'est-ce qui pourrait donner l'impulsion de ça? Parce qu'en fin de compte, on voit que les politiques ne jouent pas le rôle là-dessus. Et évidemment, tout le monde a envie d'agir. Il manquerait le petit truc pour dire, voilà, les petites étincelles pour rassembler les gens. Je vais vous dire, vous avez entendu ce qui vient d'être dit là en off ou pas? Non? C'était en off. Je vous dis, la bouffe. Qu'est-ce qui réunit? La bouffe. Mais peut-être pas que ça. Oui, mais ça réunit. Mais déjà, pour que la bouffe réunisse, il faut qu'on se réunisse pour manger ensemble. Alors, ça, c'est une question sociétale fondamentale aujourd'hui. Encore une fois, ça revient à comment est-ce qu'on récupère du temps. Dans un certain nombre de pays, ils ont pris des décisions assez radicales par rapport à ça. En disant, et moi je pense c'est l'Intiwage au Rwanda, c'est d'autres systèmes en Finlande, c'est de dire X jours par an, on s'arrête et le village se réunit, le secteur se réunit, ils bouffent ensemble évidemment, mais surtout ils discutent. Et ils prennent des décisions. Ils ne peuvent pas sortir tant qu'ils n'ont pas pris au moins une décision. Alors bon... mais c'est assez fou. Moi, j'ai vraiment suivi ces pays et c'est beau à voir parce que en fait, les gens au début, ils viennent parce que c'est obligé. Et donc oui, ça renacle. Il n'y a pas de doute, hein, pas de miracle. Mais en fait, à chaque fois que j'ai observé ça, les gens ensuite viennent spontanément. Et même quand le jour, pour diverses raisons, parce qu'il y a un jour férié ou machin, ce jour-là, c'est annulé, ils viennent quand même. Parce qu'en fait, ça crée quelque chose d'assez fou. La deuxième chose, je pense, mais alors là, quand je l'ai proposé en 2021, j'ai senti que politiquement, c'était pas prêt. Moi, j'ai proposé qu'on revienne aux 39 heures. J'ai senti, pour les endroits où il y a du 35 heures, avec une condition, c'est que les 4 heures de différence, c'est 2 heures données par l'entreprise et 2 heures données par l'employé pour des projets collectifs liés à la nature et à la solidarité sociale. Et en fait, je pense qu'on va devoir trouver des endroits où on récupère du temps collectif pour aider le social, parce qu'il y a, au-delà de tout ce dont on parle, il y a quand même beaucoup de besoins, et l'environnement. Et en fait, imaginez que si les entreprises qui sont 35 heures aujourd'hui, on prend 4 heures par personne, ça représente 1 500 000 emplois sur une année. Avec 1 500 000 emplois, je peux vous dire qu'on fait beaucoup de choses. Donc, c'est peut-être pas 4 heures, c'est peut-être qu'1 heure au début, c'est peut-être 2 heures, je ne sais pas. Mais je pense qu'on va devoir trouver des solutions pour, au début, imposer le collectif de fonctionnement. Et je pense qu'ensuite, ce sera naturel. Une dernière question ici, monsieur. Juste une remarque par rapport à vos exemples de culture. J'ai l'impression qu'en fait, vous ne m'avez pas convaincu sur le fait du non-réchauffement climatique. Par contre, vous m'avez convaincu sur le fait qu'à partir de maintenant, il faut commencer à prévoir de planter des oliviers. Mais après, la question, c'est quand les oliviers, ils iront plus, il faudra passer à autre chose. Donc, j'ai l'impression qu'on ne va pas vers un blocage du réchauffement climatique. Et là, un deuxième point rapide, j'ai l'impression aussi qu'en Europe, on se donne bonne conscience à réfléchir à tous ces sujets et qu'en fait, on ne se gêne pas non plus pour renvoyer toutes nos saloperies, entre guillemets, en Afrique pour retraiter tous nos déchets et tout ça. Donc je pense que ça aussi, ça ne va pas tellement dans le bon sens. Voilà mes deux réflexions. Alors, c'est la limite du discours de l'adaptation. Quand on donne des adaptations, des espoirs sur un territoire, on a l'impression que
qu'on ne combat pas le problème d'origine. C'est pour ça que j'ai montré cette diapositive à un moment en disant attention, olivier, abricot, tomate, ce que vous voulez, hein. Après 2050, ça deviendra de plus en plus compliqué par rapport à la survie des espèces. C'est juste la biologie, quand on atteint 45-50 degrés. C'est pour ça que j'ai mis cette diapositive, c'est pour dire il y a des pistes d'adaptation jusqu'à un certain niveau de réchauffement et on ne peut pas s'empêcher en parallèle de réduire les gaz à effet de serre pour éviter d'avoir une course à l'avant, parce qu'après l'olivier, il y a la figue de Barbarie, et après la figue de Barbarie, il n'y a plus rien. Qu'on soit d'accord. Donc c'était pour ça que j'ai montré cette diapositive-là, pour pas être trop dans le rassurisme, pour éviter l'inaction par rapport aux gaz à effet de serre, et pour être dans l'espoir de l'adaptation, pour permettre aussi de travailler sur la réduction des gaz à effet de serre en parallèle. C'était quoi la deuxième question? Ah, les déchets, par contre, c'est pas mon domaine. La réversibilité du climat. Alors, à partir d'un certain niveau de réchauffement, les scientifiques sont en accord qu'il y a un niveau d'incertitude important, puisqu'il peut y avoir des phénomènes d'irréversibilité, perte totale de forêt, par exemple en Russie, échauffement de la Russie, méthane, émission, dégazement de méthane très important et réchauffement incontrôlable, perte de certains courants maritimes qui changeraient complètement le climat autour de ces climats, de ces zones maritimes, perte de l'Amazonie, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle les points de non-retour. Pour l'instant, a priori, à ma connaissance, on n'en a pas atteint. Ça ne veut pas dire qu'on n'en atteindra pas. D'où le fait qu'on essaye, avec les COP, de mettre des limites à 1,5, à 2. Bon, le 1,5, c'est trop tard. 2, 2,5, pour éviter d'avoir une irréversibilité. Parce que quand il y a une irréversibilité, cette fois-ci, la science ne peut plus répondre. On a vu gras à vue d'œil, voir ce qui se passera. Par contre, la réversibilité qui est encore en cours actuellement, si on réduit les gaz à effet de serre, parce qu'on n'a pas atteint ces seuils-là, eh bien, il faudra plusieurs siècles pour revenir à un climat normal. C'est pour vous dire à quel point on est capable de le changer, mais à quel point il est difficile de le réguler de nouveau. Voilà. Et on peut quand même atténuer, mais après, il n'y a pas que le climat, hein, parce que là, j'étais au Vietnam pour travailler sur le bassin du Mekong, et ils essaient de se poser des questions sur le climat, et ils font des efforts sur le climat, mais tout le monde se jette son plastique par terre. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, en fait. Et là, je crois qu'on doit plus réfléchir. Moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est qu'on ait une réflexion sur la nature, le lien à la nature, le lien à l'équilibre. Parce qu'en fait, si on résout tout le problème du climat, mais qu'on a déversé tellement de merde dans les sols, on n'aura quand même pas à manger demain. Donc il y a vraiment un enjeu d'équilibre global. Et quant aux déchets, effectivement, nous sommes producteurs de déchets, toutes et tous, sans exception. Une partie de ces déchets sont envoyés dans d'autres pays. Si vous voulez, je vous montrerai les photos que j'ai prises dans le désert d'Atacama, où il y a tout le désert de vêtements, de tous les vêtements non portés qui sont envoyés là-bas. Et c'est considérable. Et j'ai vu la même chose au Ghana. Et c'est vrai pour d'autres. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que ces déchets n'existent que parce qu'on achète les produits. Donc, en tant que consommateur, on a quand même un rôle là-dessus. Réel. Alors là, pour le coup, il est réel. Et je ne sais pas si notre rôle d'arrêter un tout petit peu de chauffer sans chauffage va vraiment aider le climat. Je pense que oui, mais on peut encore en discuter sur l'impact global. En revanche, ne pas acheter un objet, c'est un impact bien réel, bien concret. Et moi, je dis souvent aux gens, quand vous avez envie de commander un objet, par exemple sur Amazon, je ne pense pas qu'ici il y a beaucoup de gens qui commandent sur Amazon, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Quand vous avez envie de commander un machin sur Temu, sur Shein ou sur Amazon, attends 24 heures. Et tu le commandes dans 24 heures. Eh ben, ça enlève déjà 40% des achats, parce que la plupart des achats sont des achats d'impulsion. Donc en fait, on peut quand même faire des choses là-dessus. Donc oui, problème. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus. Et malheureusement, déjà, avant d'assister, je vais quand même dire un truc. Je suis assez épaté, parce que j'admets, j'étais dans la voiture tout à l'heure, on était en train de venir, et je disais, bon, à 2h la vendredi après-midi, il n'y aura personne, quoi. Et là, ça fait 2h20, bientôt 2h30 qu'on est là tous assis et qu'on parle. Enfin, que nous, on parle. Ouais, un peu plus de 2 heures. Ah oui, 2 heures. C'est quand même énorme.
C'est rare hein, qu'une conférence dure 2 heures et que tout le monde reste assis, tout le monde reste là et tout le monde soit au... Donc déjà, c'est génial. Je rejoins qu'il a dit tout à l'heure, c'est génial. Ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, vraiment, je crois qu'il y a 10 ans, j'aurais pas eu ça. Donc il y a des choses qui se passent, ça bouge. Et on doit garder une certitude malgré tout. Personne au monde ne sait ce qu'on aura dans une année. Personne au monde ne sait ce qu'on aura dans 10 ans. On a des projections, on a des prévisions, on a effectivement des choses qui ne sont pas fausses, qui sont vraies, mais personne ne sait ce qu'on aura. Donc la seule certitude qu'on a, c'est l'acte que je fais maintenant. Individuel, collectif, social, national et si possible international. Cet acte, malgré tout, il est dans nos mains. Alors faisons-le. On va s'arrêter là. Merci à tous et merci à tous les deux.